Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Ah, pardon. Ah, voilà. Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de notre tout nouveau podcast. Bienvenue donc chez Agatha Christie. Pour commencer, une rapide présentation de ce podcast. Une fois par mois, nous nous réunirons, Greg et moi, Delphine, avec un ou deux invités pour parler de l'œuvre de la reine du crime, Agatha Christie. Nous parlerons bien sûr des livres, mais également des adaptations que vous pourrez avoir vues ou vouloir voir et de la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur. Nos invités pour ce tout premier épisode, parce qu'on était un petit peu timide et on voulait pas commencer tout seul, sont Loli et Laura. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour. Ah oui, salut. Les gens ne le voient pas quand on fait coucou Non, avec la c'est main ça. dans la vidéo. Voilà. Le petit signe, en podcast, ça marche pas super. Voilà. Loli, pour commencer, est-ce que tu veux bien faire une rapide présentation de toi-même ? Voilà, ton état civil, ton numéro de carte nationale d'identité. La sécurité sociale aussi. Et puis surtout, est-ce que tu as d'autres podcasts et pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast avec nous un peu à l'aveugle ? Alors, pour tout ce qui est numéro de carte et compagnie, c'est vraiment trop bête parce que je suis dyscalculique, donc les numéros ne seront même pas dans le bon ordre. Ah, quel dommage, d'autant que je les connais même pas par cœur. Ni mon numéro de téléphone d'ailleurs, parce que je m'appelle jamais. Ah si, parfois je m'appelle pour retrouver mon téléphone. Enfin, on s'en fiche. Ah, toi aussi Oui, c'est ça. Et enfin, généralement, je demande plutôt aux autres de m'appeler parce que voilà. Sinon, oui, je fais aussi du podcast. J'ai fait un joli podcast d'histoire parce qu'à la base, je suis conteuse et puis j'ai passé le pas de faire les contes en audio, en podcast. Et puis voilà, et de temps en temps, je raconte les rêves des gens avec une superbe voix pour vous aider à vous endormir. Superbe. Et toi, Laura, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton podcast ? Parce que je crois que tu es podcasteuse également. Oui, je suis podcasteuse. Merci beaucoup de votre invitation. Je t'en prie. Donc, moi, j'ai un podcast que je viens d'arrêter qui s'appelle Revue et corrigée, que j'ai mis en pause, qui est un journal du confinement, du déconfinement, du reconfinement, etc., etc., etc. Un espèce de journal intime pudique. Mais je suis aussi au comité de rédaction du podcast Bonjour PPC, le digital pour tous, qui lutte contre l'électronisme. D'accord. Super. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez accepté de participer à ce podcast sans même vraiment savoir ce qu'il contiendrait ? Moi, vous m'avez eu à Agatha Christie. Ah, d'accord. C'était facile, du coup. C'était facile. La même, en fait. Alors que, quand on a démarré notre podcast pour le catch, où étiez-vous ? Bah ouais. J'ai participé, d'abord. Je me suis binge-watché quand même la série Raw. Je tiens à le dire. Glow, tu veux dire ? Glow, oui, pardon. Parce que t'as même plus le bon nom. Parce que Radio Beer Catch, c'est sur Glow, parce que je suis une fan de Glow. Alors, il y a eu un épisode sur Glow, oui. spécial. En fait, d'habitude, on commente l'actualité du catch de manière générale. Mais là, on s'était dit qu'on allait faire un petit peu... Vu qu'il y avait quand même une série sur le catch, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, on allait faire un numéro spécial. Voilà. Et on a une petite confidence à vous faire. Quand on a conçu ce podcast, on se disait que ce serait sympa d'avoir un truc un petit peu chaleureux, le genre de podcast qu'on écoute le soir au coin du feu avec le plaid sur les genoux, le chat sur le plaid, et on n'en est pas loin parce qu'en fait on a dû allumer la cheminée, mais pas pour le confort, c'est parce que chez nous actuellement on a une panne de gaz. Donc vous risquez d'entendre peut-être, j'espère qu'on supprimera au montage, mais si vous entendez des petits bruits bizarres, ce sera moi qui sera en train de trifouiller la cheminée pour essayer de tirer un petit peu de chaleur et pas mourir de froid, parce que on est pris en pleine panne générale. Il y a 3000 habitations dans le coin qui sont concernées.
Donc, voilà, de notre côté, c'est une panne d'électricité à cause d'une fouine. Là, c'est 20 000 ménages qui sont privés, qui ont été privés ce matin d'électricité. À cause d'une fouine Ouais, qui a été bouffée dans un générateur et ça fait... Ah oui. D'accord. Bon. Bon. Et toi, Laura, tout va bien? Je veux dire, t'as l'eau. Jusque-là, tout va Voilà. bien. Moi, ça va. J'ai de l'eau, j'ai de l'électricté, j'ai du chauffage. Est-ce que tu as une centrale athémique près de chez toi? Ouais, c'est ça. D'ici la fin de l'enregistrement, je suis pas sûre que ça reste comme ça. Mais bon. Okay. On va essayer de pas nous porter malheur. Exactement. Bon, pour en revenir au podcast. Oui, donc pour en revenir à ce podcast, nous, on a décidé de traiter les œuvres d'Agatha Christie dans l'ordre de publication. Donc pour m'aider, j'ai la superbe intégrale des éditions du Masque dont je fais collection. Et c'est chouette parce que c'est... Non, moi c'est la vieille couverture des années 80. Bah attends, les miennes aussi c'est une vieille. Hein. Attends, je regarde son année. Ah donc 90. Bah, c'est quand même vieux. Hein. Bah moi aussi. Librairie des Champs-Élysées. Bah moi aussi. Ouais. Moi, je suis née avant 1980, donc je suis très vieille, c'est ça? Non. Je suis née en 80, je ne dirais pas que les gens nés avant sont très vieux, parce que ça veut dire que moi je suis vieille déjà. Alors moi j'étais vieille avant d'être jeune, donc ça ne joue pas. Donc je disais, on va traiter les œuvres dans l'ordre chronologique. Et pour ça, on va s'aider de l'ordre de publication choisi par les éditions du Masque. Et on va donc commencer par le tout premier roman que Agatha Christie a vu publier, puisqu'elle en a écrit un autre avant. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la mystérieuse affaire de Styles. Est-ce que vous aviez déjà lu le livre avant qu'on prépare ce podcast? Pas du tout. Moi aussi, je les ai tous lus. Alors moi non. J'en ai lu, très honnêtement, je pense que j'ai dû lire 3 ou 4 Agatha Christie, les plus connus, Mort sur le Nil, Le Crime de l'Orient Express, etc. Donc celui-là, je crois que je n'en avais jamais entendu parler avant même de m'intéresser au podcast, quoi. Alors que moi, tu vois, quand j'étais adolescente, je suis allée à la bibliothèque municipale et j'ai pris le rayon Agatha Christie intégral du numéro 1 au numéro 15. Et j'ai tout enchaîné. Ouais, mais moi, ça manquait un petit peu de barbares avec des grosses épées. Et puis c'est vrai que là, pour le coup, Poirot en barbare, ça le fait moyen. C'était... Ce serait plus un elfe alflin, quoi, tu vois. Ou alors, si l'enquête avait eu lieu dans l'espace, à la limite, peut-être que ça aurait pu m'intéresser. Je suis sûre que les Japonais ont fait ça dans leurs animés. Oui, bien sûr. Bah écoute, un train, c'est un peu comme dans l'espace. Mais un bateau, c'est un peu comme dans l'espace. La série Galaxy Express 999... du créateur d'Albator, c'est un train qui parcourt l'espace quand même. Bah voilà, c'est vrai. En tout cas, Delphine, ça me rassure, ça veut dire que je ne suis pas la seule à avoir lu Agatha Christie dans l'ordre, en intégralité, évidemment. À l'adolescence. Évidemment. Ouf. Et pour l'anecdote, en fait, moi je les ai lus quasiment sur un été, et quand au retour des vacances, c'était à la rentrée en 4e ou en 3e, la prof de français a demandé si on avait lu des livres, de les indiquer sur notre fiche de renseignement. Moi j'ai fait la liste. Et le commentaire de la prof que j'ai eu, c'est ce serait bien de varier un peu vos lectures. Jamais contente, quoi. Oui, mais bon. Hein. Voilà, on va peut-être commencer par présenter un peu l'œuvre rapidement, avant de s'attaquer au résumé. Ouais. Pourriez-vous aller plus vite, je vous prie, chauffeur? Non, sauf si vous souhaitez que nous ayons un accident. Non. Continuez comme ça. C'est vous le spécialiste. Alors donc c'est le capitaine Arthur Hastings qui a été chargé par son ami Hercule Poirot et la famille Cavendish de rédiger un compte-rendu de l'affaire de Styles qui avait défrayé la chronique quelques mois auparavant. Ils espèrent ainsi mettre un terme à des rumeurs qui courent encore à ce sujet. Voilà, le titre original, c'était The Mysterious Affair of Styles, avec un méga accent anglais. At Styles, pardon. Et voilà, alors, si The Mysterious Affair of Styles. Of Styles, c'était qui mettait une chemise à carreaux. C'est trop bien. Tu vois. C'est la mystérieuse affaire de style. Alors, cette cravate avec ce veston, ça marche pas du tout. N'empêche que ça irait très bien avec Hercule Poirot, ça. C'est ça. Oui, on aurait pu être raccord, effectivement. Exactement. Et donc c'est un roman qui a été écrit en 1917 et qui a été publié en 1920 aux États-Unis et en 21 au Royaume-Uni et seulement en 1932 en France. Le temps de traduire, je suppose. Hein. Ouais.
Alors, le nombre de pages, c'est à peu près, pour les éditions de poche classiques, à peu près 250 pages. Et dans mon intégrale du masque, pour dire à quel point c'est écrit petit, ça fait 183 pages. Oui, c'est écrit petit sur papier Bible, oui. Ah ouais, non, c'est une horreur, quoi. C'est ça, tu tournes le truc, tu fais ne souffle pas dessus. Si t'as les mains un peu humides, tu les nettoies avant. Voilà, et si t'as le malheur d'être presbyte, bah tu mets tes lunettes. C'est ça. Ou tu es avec le nez et tu louches. C'est ça. Et alors, si tu lis dans les transports en commun, tu te fais des avant-bras, en fait. Mais c'est ça. Et puis surtout, tu te fais des amis parce que tu t'approches, quoi. Et puis, si tu te fais agresser, bah, tu balances la brique et c'est bon. Ça marche aussi. En fait, ça a plein d'utilités, ces bouquins. C'est trop bien. Voilà. les petites astuces d'Agatha Christie. Vous aussi, suivez-nous pour d'autres manières d'utiliser un livre. Ça marche aussi avec Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale Harry Potter, avec Les Misérables, l'intégrale de Game of Thrones. C'est ce que j'allais dire. En fonction de la taille du roman, les utilisations sont quand même pas les mêmes. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Alors, petite digression. Je suis content que dans ton conducteur, parce que pour une fois, on a un peu travaillé notre œuvre. Tu es pris soin de citer la traduction. Ouais. Bah oui. Donc là, je vois que tu as écrit que c'était une traduction de Marc Loger conservée jusque dans les années 80. Puis traduction de Thierry Arson pour l'intégrale du masque par la librairie des Champs-Élysées. Parce que c'est vrai que les traducteurs sont souvent oubliés dans les œuvres. Alors, Laura, toi, par contre, je pense que tu disais que tu l'avais lu en VO, c'est ça ? Alors, je l'ai relu en VO, là, pour le relire et me le remettre à l'esprit pour préparer cet enregistrement. Quand j'étais adolescente, je les ai tous lus en français dans des éditions de poche. Donc, j'imagine le premier nom que vous avez cité, donc Marc Loger, je pense. Mais oui, je préfère, en fait, je me suis mise depuis un paquet d'années maintenant à lire les auteurs britanniques ou américains en anglais. J'ai jamais osé sauter le pas pour Agatha Christie et je me demandais si c'était une lecture qui était accessible pour quelqu'un qui est pas forcément, qui parle pas forcément anglais couramment, qui est capable de lire des choses mais qui est pas forcément tout le temps dans la langue anglaise. Ah bah, je trouve que c'est justement assez accessible parce que évidemment il y a des mots en particulier des mots de l'époque qui sont pas du tout des mots du langage courant, que ça t'oblige un petit peu à rechercher, et même moi qui ai pourtant un anglais relativement fluide, mais plus côté business. Donc, il y a des mots, typiquement sur les descriptions de vêtements dont on parlait tout à l'heure. C'est pas toujours évident, mais quand c'est des histoires qu'on connaît déjà, ça permet de se plonger dans une lecture en anglais avec peut-être moins d'appréhension qu'un livre qu'on connaît pas. Donc moi, je le conseillerais. C'est sûr, ouais. Ouais, je pense que ça me ferait pas trop peur. Moi, j'ai commis la bêtise de commencer les lectures en VO avec justement des gros ouvrages de fantasy. Donc, La Roue du Temps et plus récemment Game of Thrones. Et c'est vrai que faut se les coltiner, quoi. Game of Thrones, je l'ai fait tout en anglais, toute la série. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, tu apprends du vocabulaire sur les fortifications. Ouais, c'est ça. Toujours utile. Ce qui est toujours pratique quand tu veux discuter avec des gens. Hein. Et dans tous les cas, tu révisites peut-être en primitif, quoi. Non, le pire, c'est... Ouais, voilà. Agatha Christie et Game of Thrones, encore ça va, parce qu'ils n'inventent pas de mots. Le pire, c'est que je ne peux parler à personne en France de Harry Potter, parce que je l'ai lu en anglais, et qu'on n'a pas les mêmes mots, en fait. Oui, ça, j'ai commencé à les relire en anglais, là. Je suis arrivée à la Coupe de Feu. Ouais, et mon mari, qui est un fan absolu d'Harry Potter, qui a tout lu, lui, en français, il refuse de lire en anglais. En fait, je ne sais pas de quoi il parle, et vice-versa. Ouais. Quand il parle, alors les moldus, ça y est, j'ai compris, mais il y a plein d'autres mots, je ne sais pas à quoi ça correspond, en fait, dans le bouquin anglais. Mais quand j'ai commencé à les lire en anglais, après avoir lu en français, il y a certains mots, j'ai dû rechercher dans le bouquin en français pour savoir ce que c'était. Puis après, je me suis rendu compte que sur ma liseuse, l'option traduction traduisait les termes de Harry Potter. Oui, c'est l'avantage des liseuses. Et ça, c'est plutôt bien fait. Et moi, je lis sur liseuse, et c'est vrai que du coup, c'est facile d'aller chercher un mot quand tu ne comprends pas. C'est clair, c'est bien pratique. Enfin, on va digresser beaucoup et on va on va avancer un petit peu. Ne vous inquiétez pas, on va parler d'Agatha Christie à un moment. C'est prévu. Bien sûr. Tout va bien. Vous êtes toujours sur le... Il n'y a pas eu de changement de canal ni rien. Vous êtes toujours... Non, c'est bon, on est toujours là. D'ailleurs, on va continuer. Voilà. Tu veux bien nous faire un beau résumé de cette œuvre ? Ouais, alors attention, du coup, si vous n'avez pas encore lu le livre, contrairement à nous qui sommes des bons élèves, et si vous ne souhaitez pas... vu le film. Ou vu le film, et si vous ne souhaitez pas être spoilé d'un truc qui a quand même
plus de 100 ans. Qui a 100 ans. Voilà. Donc faites pause, filez le lire, et puis revenez d'ici quelques heures, jours, voilà, avant de reprendre Mais revenez, votre écoute. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire que, bien sûr, on en profitera pour te couper éhontément pendant le résumé si on a des choses à ajouter. T'as pas intérêt. On se retrouve à la case départ. Pas tout à fait, mon ami. Donc, l'histoire commence durant la Première Guerre mondiale à Styles Court, riche demeure de l'Essex dans laquelle Madame Emily Inglethorpe, riche veuve fraîchement remariée, vit avec ses beaux-fils John et Lawrence Cavendish ainsi que quelques proches. John invite à Styles son ami le capitaine Arthur Hastings qui assiste au départ d'Evelyn, la dame de compagnie de Madame Inglethorpe qui s'est brouillée avec sa maîtresse non sans avoir fait la funeste prévision que les jours de cette dernière seraient bientôt en danger par la faute d'Alfred, le nouveau mari, et également cousin d'Evie. Et en effet, la prédiction semble se réaliser, car 2 jours plus tard, au beau milieu de la nuit, Emily Inglethorpe meurt. Il apparaît très rapidement que cette mort est tout sauf naturelle et serait due à un empoisonnement par strychnine. Hastings propose à la famille de s'adjoindre les services de son ami Hercule Poirot, ancien officier de police belge avec lequel il a déjà travaillé et qu'il a par hasard retrouvé dans la bourgade voisine de St. Mary. Moi, j'aime bien la retrouvaille, justement. C'est le moment où on se rend compte qu'ils sont amis sans être vraiment amis et qu'ils ont tendance un peu à se tirer dans les pattes l'un l'autre. Et c'est une relation qui n'est pas forcément toujours très saine, mais qui me fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup. Alors, disons que c'est une amitié presque... Vache. Ouais, c'est de l'amour vache. Un peu unilatéral, tu vois. C'est plus Hastings qui est copain avec Poirot que l'inverse, quoi. Mais parce que Poirot est ami avec lui-même déjà, quoi. C'est ça. Sa moustache. C'est ça. Sa moustache. Et ses petites cellules grises. Ouais. Oui, c'est vrai. Poirot commence son enquête avec sa méthode qui laisse Hastings plutôt dubitatif. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Et relève plusieurs éléments troublants. Il y a d'abord ce testament brûlé, retrouvé dans les cendres de la cheminée qui avait fonctionné en pleine canicule. Testament qui aurait pu favoriser John ou Alfred Mystère. Ensuite, il y a cette tasse de café piétinée au sol, une cassette qui contiendrait des documents compromettants, une trace de bougie au sol, un fil vert dans la serrure d'une des portes de la chambre de Madame Inglethorpe alors qu'elle est censée être fermée. D'ailleurs, il y a vachement beaucoup de portes à sa chambre. Hein. Ouais, il y a une pas mal. Chambre centrale. Il y a pas mal de portes. Quand on regarde le plan, il y a beaucoup d'indices. Il y a du matos, quoi. Il y a certaines scènes de crime qui sont obligées de passer au peigne fin pour trouver le moindre indice. Là, on a un peu l'impression que c'est le début d'un point and click, quoi. C'est ça, ouais. Il y a 5 ou 6 trucs comme ça, tu dis alors, mais ça c'est quoi? Ah, ça tu sert vois, à rien. Myst ? Eh ben voilà. Exactement. Donc, de plus, toutes les personnes font ou savent des choses suspectes. Il y a tout d'abord Mary Cavendish, épouse de John et belle femme dont le charme subjugue Hastings. Bon, en même temps, Hastings, il a un peu tendance à s'amouracher de toutes les jolies femmes du voisinage. Oui, et puis ça reviendra très très souvent dans les remarques peu moqueuses que Poirot lui fera tout au long des différents bouquins. Des nombreux bouquins, ouais. C'est un coureur de jupons, donc. Exactement. C'est pas un coureur de jupons, c'est un cœur d'artichaut. Oui, assez malheureux quand même comme coureur de jupons. Hein. Ouais. C'est plutôt un cœur d'artichaut, tu vois. Donc Marie passe le plus clair de son temps avec le docteur Bernstein. Elle aurait entendu une dispute entre Emily et un homme le jour précédant sa mort. Ensuite, il y a Cynthia Murdoch, orpheline recueillie par Madame Inglethorpe, qui travaille dans un dispensaire et a facilement accès à des substances mortelles. Il y a John, bien sûr, héritier possible du domaine, mais dans une situation financière compliquée, et qui aurait de plus une relation secrète avec une belle fermière des environs, à moins qu'il ne s'agisse de son frère Lawrence, taiseux aux connaissances médicales, la géométrie variable. Qui a fait des études de médecine, mais qui finalement écrit des poésies, quoi. C'est ça. Donc les soupçons vont immédiatement se porter sur Alfred, qui est détesté de tous. Et lorsqu'il sera révélé qu'il a été vu dans une pharmacie achetant de la strychnine, il sera arrêté et entendu par le coroner, tandis que Scotland Yard commence à s'intéresser de près à l'affaire. Et c'est là qu'arrive il est encore commissaire, je crois, à ce moment-là, Japp. Il est inspecteur. Ouais, inspecteur. Inspecteur Japp, ouais. Inspecteur Japp, qu'on retrouvera également tout au long des enquêtes de Poirot, quasiment. Ça fait partie des personnages récurrents. Et il sera toujours là un petit peu, parce que là, c'est l'enquête la plus facile de sa carrière. Ah, mais en fait, il a regardé Hercule Poirot et dit, alors, vas-y, quand t'as trouvé, tu me dis, et puis j'arrête qui tu dis. Hein. C'est à peu près ça, ouais. Lui, il joue à Cluedo, mais en mode assisté, tu vois. C'est sa première partie. C'est ça.
Donc Poirot parvient néanmoins à disculper Alfred en révélant qu'il se trouvait ailleurs au moment de l'achat supposé du poison. Le docteur Bernstein, ami de la famille et particulièrement de Mary Cavendish, est ensuite appréhendé, mais on apprend un peu plus tard qu'il s'agit en fait d'une affaire d'espionnage et non de meurtre dont il sera par ailleurs disculpé. Et c'est ensuite John Cavendish qui sera arrêté et mis en accusation. Le dénouement verra Poirot réunir tous les personnages de l'intrigue pour donner ses propres conclusions qui se révèlent bien loin de ce que les apparences laissaient à penser. Alfred était bien le meurtrier, avec la complicité de sa cousine Evelyn, qui feignait de le détester. Pour le coup, elle a bien joué le coup, C'est clair. parce que pendant la quasi-totalité du roman, ça transparaît pas. Moi, je me suis dit que... Je l'avais lu, hein, mais j'avais oublié le dénouement. Et je me suis dit que finalement, elle le détestait quand même beaucoup trop quand elle est revenue et qu'elle disait « C'est lui qui a tué, si, je suis sûre que c'est lui, il faut le faire. » Et je me suis dit, elle insiste quand même vachement beaucoup, ce serait un peu pas suspect, non ? Ouais, mais du coup, il y a tellement de pistes et de fausses pistes, Ah ouais, mais je pense qu'on y reviendra, mais finalement, par définition, tu te mets déjà à suspecter tout le monde. Parce que c'est clair. c'est l'écriture qui veut ça, quoi. Donc l'empoisonnement a été finalement préparé en faisant précipiter la strychnine contenue dans le fortifiant de Madame avec du bromure. La dernière dose absorbée fut ainsi mortelle. C'est d'ailleurs Evelyn qui s'était fait passer pour Alfred afin de le faire accuser, puis acquitté, faisant ainsi qu'il ne pourrait plus être inquiété par la suite de par les lois judiciaires du pays. Donc si tu as été jugé pour quelque chose, pour une affaire, tu ne peux... Acquitté, oui. Si tu as été acquitté pour une affaire, tu ne peux pas être rejugé pour la même affaire. Du coup, c'est une pirouette un petit peu gonflée de leur part quand même. Hein. C'est ce que j'en pense, mais pourquoi pas. Donc la complexité de la situation aura permis non seulement d'arrêter les meurtriers, mais également de rapprocher Mary et John, ainsi que Lawrence et Cynthia qui finissent par s'avouer leur amour, et surtout de démontrer l'incroyable pouvoir de déduction d'Hercule Poirot. Parce qu'on verra que tout au long du roman, mis à part à un ou deux endroits, il a toujours plusieurs coups d'avance sur tout le monde. C'est ça. Je suis fier de vous, Hastings. Vous avez une bonne mémoire. Vous m'avez fidèlement rapporté tous les faits. Mais l'ordre suivant lesquels vous me les avez présentés, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, mes chers invités, de ce roman ? On peut commencer peut-être par Laura. Alors ce roman, moi je l'avais pas lu depuis très longtemps. Il y a d'autres romans d'Agatha Christie que j'avais relus, mais pas celui-là. Et comme toi, Delphine, j'avais oublié le meurtrier. Et j'ai. C'est sympa quelque part. C'est cool c'est bien quand t'as oublié en fait. C'est beaucoup mieux, je trouve, quand t'as oublié le meurtrier quand tu relis un policier. Et j'ai trouvé. Ça m'a beaucoup rappelé Sherlock Holmes dans la structure. Je trouve que c'est un de ceux dans lesquels on sent énormément Sherlock Holmes, dans l'introduction par le narrateur, dans effectivement comment Hercule Poirot utilise Hastings en faire valoir. Je trouve qu'il le fait beaucoup plus dans celui-là, dans les fausses pistes. Alors ça rappelle aussi le mystère de la chambre jaune. Avec, qui est un des romans préférés d'Agatha Christie. Avec la pièce, les pièces fermée avec toutes les portes. Et pourtant, il y en a des portes, mais elles sont toutes fermées. Enfin, voilà, je trouve que c'est un roman dans lequel on sent beaucoup d'inspiration. Et par rapport à ces romans d'après, elle a moins encore sa propre patte. Oui, c'est ça. On sent que c'est son premier vrai roman, finalement. On sent qu'elle a les influences. Sherlock Holmes, ça fait partie de ses influences. Le mystère de la chambre jaune, pour elle, c'était le roman policier parfait. Et c'est justement... j'en parlerai après, mais c'est à cause du mystère de la chambre jaune, en partie, qu'elle est devenue écrivain de romans policiers. Donc, mais moi, j'ai passé un très bon moment. Et en plus, dans la version que j'ai prise sur ma liseuse en anglais, il y avait aussi le premier des Tommy et Tuppence Beresford. Donc, je m'en suis fait 2 en plus. Donc, c'était cool. Mr. Brown, le sujet de notre prochain épisode. C'est ça. Ouais. Et c'est top. Franchement, je les aime beaucoup aussi, moi, Tommy et Tuppence. Et toi, Loli, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, déjà, j'ai adoré me replonger dedans, parce qu'en fait, ça faisait super longtemps que j'avais plus lu d'Agatha Christie. Et c'est con, hein, mais c'est simplement de revoir, au niveau de la construction, juste avoir d'autres temps que l'imparfait et le présent, d'avoir des temps un peu plus compliqués, d'avoir des mots désuets un peu plus compliqués. C'est aussi vraiment, c'est un plaisir de retrouver ça, parce que c'est pas non plus des phrases kilométriques. Donc c'est du vocabulaire soutenu, mais pas empoulé ni rien. Et donc je trouvais vraiment ça déjà chouette de se reprendre ça. Et puis aussi de voir finalement, c'est un premier roman, mais il y a des personnages qui sont déjà vraiment tout en substance et avec un passé qui se connaissent et tout. Et puis il y a vraiment des clins d'œil de trucs dont elle nous parle, qui ne se sont jamais passés, mais
qu'elle n'a pas écrit, mais qui sont vraiment là dans son histoire. Et donc ça les rend vraiment très présents et tout. Et effectivement, je trouve aussi que c'est un petit peu comme une pièce de théâtre aussi, parce que tu as un lieu, tu as un acte qui se fait autour de, soit dans la chambre, autour de... Quand ils vont voir chez Cynthia, à la clinique, autour de cette pièce au poison et compagnie. Donc c'est vraiment à chaque fois un lieu, plein de trucs qui se passent, et puis on clôture, on passe à la suite. Exactement, ouais. Je te rejoins, moi c'était un des trucs que j'avais relevé aussi, c'est que j'avais trouvé qu'il y avait une construction très proche d'une pièce de théâtre, justement, avec des unités de lieu et de temps qui étaient vraiment très définies, et très restreinte, et du coup, comme tu dis, je trouve que ça apporte une certaine lisibilité à l'intrigue, et de même que le style d'Agatha Christie, tu l'as dit, effectivement le vocabulaire il est soutenu, mais le style est quand même assez direct. Il n'y a pas de phrases à rallonge, il n'y a pas de description à rallonge, on te décrit juste ce dont tu as besoin pour te faire une idée, que ce soit de la maison, que ce soit des personnages en général. Les personnages, en une phrase, ils sont décrits, et souvent avec un trait de personnalité ou un trait physique particulier, qui fait que le reste, c'est laissé à ton imagination. Et je trouve que ça marche plutôt bien, quand même. Ouais, c'est clair. Vas-y, vite. Oui, je voulais rajouter que, en fait, à la fin, et pourtant c'est son premier roman publié, il y a déjà ce qui va faire pour moi sa marque de fabrique, qui sont les révélations quand tout le monde est dans la même pièce. Ah, c'est clair, ça c'est systématique quasi. Et c'est vrai. Les révélations avec tout le monde. Ouais. Je crois que, je sais plus le nouveau nom qu'on donne au roman qui a été renommé, donc je vais pas dire le nom, mais il en reste, à la fin il en reste qu'un. Ils étaient 10. Merci. Voilà, merci. À part celui-là, quasiment, dans tous les autres, il y a ça, et déjà dans celui-là, Poirot appelle tout le monde, fait appeler avec Evelyne qui ne veut pas être dans la même pièce que le meurtrier présumé, etc. Enfin, qui continue de monter sur ses grands chevaux et de jouer son rôle jusqu'au bout. Mais je me rappelais pas qu'en fait, ça m'a mis à l'esprit qu'en fait c'est quasi systématique. Oui. Ce que je me suis dit, moi, alors j'ai pas votre culture justement du roman policier, parce que moi je viens d'autres types de littérature, principalement fantastique, etc. Mais je connais suffisamment du coup le genre de par d'autres romans ou par des films ou téléfilms pour me dire que quand même globalement, même déjà il y a 100 ans, tous les éléments qui font une série policière par exemple sont déjà là. Les fausses pistes, les twists, les personnages avec un passé comme ça où on peut aller creuser pour comprendre de nouvelles relations qui n'étaient pas forcément évidentes au départ. T'as vraiment l'impression que si quelqu'un avait fait une espèce de recette de cuisine avec tous les ingrédients du roman policier, t'en trouverais déjà une bonne partie dans celui-là, quoi. Mais c'est elle qui l'a créé, la recette du roman policier moderne. Et pourtant, là... Elle s'inspire beaucoup, mais oui, elle a pris beaucoup. Justement, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué la première fois que j'ai lu quand j'étais ado, parce que tout simplement, je n'avais pas cette culture-là de roman policier. Ouais, bien sûr, hein. Mais oui, tu le sens, les inspirations, comme tu disais, Laura, on retrouve du Conan Doyle avec Sherlock Holmes sans aucun problème. Dans la trame même du roman, on retrouve ce côté huis clos du mystère de la chambre jaune, on retrouve plein de petites choses comme ça, qui font penser à des classiques des prémices des romans policiers, mais malgré tout, il y a sa propre patte, avec ses personnages si marquants, avec la touche d'humour qu'elle apporte. Moi, la scène de Hastings qui fait sa demande en mariage à Cynthia, c'était épique, quoi. Je pense que c'est ma scène préférée du roman. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ma scène préférée. Ou le pauvre Hastings, épousons-nous maintenant, marions-nous. Et merci, capitaine, vous m'avez fait rire, c'est bon, je me sens mieux. C'était gênant. Le pauvre Hastings, j'ai adoré, quoi. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que déjà, je m'attendais pas à voir des scènes un peu rigolotes, comédie, ouais, comme ça dans une enquête policière. Et en plus, malgré tout, la manière dont c'est tourné, je trouve que c'est vraiment l'humour anglais, quoi. Mais c'est ça. Comme tu disais, Loli, c'est l'humour de la gênance. C'est-à-dire des gens qui sont dans des situations où ils passent vraiment pour des cons. Et je veux dire, t'aurais mis Hugh Grant dans la peau d'Hastings, ça aurait marché parfait, quoi. Mais oui, mais c'est ça, j'aime bien, c'est parce qu'on sent que même quand elle décrit les personnages censés être les meurtriers, elle se moque d'eux un peu. Poirot, elle se fout de sa gueule tout le temps, tout au long du bouquin. Hastings, il s'en prend plein la tête aussi par Agatha Christie sans que ce soit clairement dit. Mais pour moi, quand je lis ce bouquin, j'entends
super accent anglais que j'adore, avec en plus cette petite pointe de moquerie qu'il y a derrière tout le temps. Et rien que pour ça, c'est vraiment le genre d'œuvre que j'adore lire, parce que je sens pas la durée du texte passer, en fait. Ça coule tout seul, ça se lit tout seul, et on se laisse emporter jusqu'à la fin. Et je trouve que ça les rend vraiment humains aussi. C'est ça, parce que complètement. c'est pas des super-héros, ou des super-héroïnes, ou des grands méchants. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, ils se plantent aussi. Et c'est important, je trouve. Exactement. C'est aussi pour ça qu'on s'y attache. C'est vrai. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Greg, je pense que la raison pour laquelle la recette, elle fonctionne toujours encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est la nature humaine. Et qu'elle est très très fine dans sa lecture de la nature humaine et dans sa reproduction de la nature humaine. Ce qui fait que ces personnages, ils sont à la fois drôles, attachants, un peu ridicules parfois, et on y croit en fait. On sait qu'ils peuvent exister parce qu'ils sont ni parfaits ni horribles à 100%. Ils sont crédibles, en fait. C'est ça, mais malgré tout, alors je sais pas, tu vas peut-être en parler, tu vas en parler même juste après, je vais faire une magnifique transition. Vas-y, on y va. Vers la séquence suivante, mais le moment où elle rédige ce roman, qui est donc l'un de ses premiers, le premier qui sera publié, elle est quand même pas très vieille, donc elle a quand même déjà un sacré recul elle a même pas 30 ans. et une sacrée capacité de synthèse de tout ce qu'elle a pu lire du genre, et en y apportant sa patte, quoi. Complètement. Juste une dernière chose, moi, je me suis amusée à relever les indices pendant que je lisais et essayer de retrouver du coup avec tout ça qui avait bien pu commettre le crime. Eh ben, j'ai pas réussi. Je pense que j'ai dû louper des trucs en lisant, qu'à un moment, j'étais tellement prise dans le bouquin que j'ai oublié de noter mes petits indices parce que ça m'a pas... ça n'a pas marché. Alors ça, pour le coup, moi, ça c'est un bémol que je mettrais sur ce roman, mais et sur beaucoup de romans du genre. C'est que, pour moi, les romans policiers, assez souvent, il y a une promesse qui n'est pas toujours tenue à ce niveau-là. C'est qu'en gros, on te dit « Viens avec moi, tu vas être l'enquêteur. Tu vas chercher avec moi. Tu vas essayer de trouver le meurtrier toi aussi. » Sauf que dans beaucoup, on te donne des micro-indices, mais à la fin, il y a un twist final, il y a un élément que tu ne connaissais pas, et sans cet élément, tu peux pas faire le lien final. Et là, on te le donne, te le donne un petit peu sur un plateau, mais voilà, l'histoire de la lettre, pour le coup... Ça, on pouvait pas l'avoir, oui, c'est clair. On peut pas l'avoir, et c'est pas parce que il range des bibelots en tremblant sur la cheminée, ça te dit regarde par là, mais toi tu peux pas voir ce qu'il y a là-bas. Donc tu sais qu'il y a peut-être autre chose, mais on t'a déjà tellement détourné l'attention avec le fil vert, la strychnine, la tasse cassée. C'est qu'en fait... c'est ça. Donc tu penses plus que Poirot a déjà remis les bibelots en place la première fois qu'il est rentré dans la chambre. En fait, tu t'es épuisé, tu t'es fait trimballer de faux suspects en faux suspects, et du coup on te dit, bah finalement, quelque part c'est très bien vu de dire, ah ben tu vois, celui qu'on te décrivait depuis le début comme l'assassin, eh ben c'est vraiment lui. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal, mais par contre, le coup de dire, ouais mais attends, en fait, c'est parce qu'il y avait une lettre, et là, la lettre, elle relie tout. Tu dis, ouais mais c'est un peu la même frustration, je trouve, que sur certaines murder parties, où quand tu dois explorer des pièces, si tu mets pas la main sur un indice particulier, tout le reste, tu pourras pas résoudre. Et c'est la même chose d'ailleurs, et il y a dans d'autres romans policiers, t'as raison, c'est pas la seule à jouer avec ça. Il y a la lettre, mais il y a aussi le fait que le bromure fait précipiter la strychnine au fond du bocal. C'est-à-dire que ça s'attache aussi à des connaissances. Je sais que sur certains Conan Doyle, j'avais eu la même frustration quand Sherlock Holmes, en fait, puise dans ses connaissances pour expliquer des choses. C'est que ça te demanderait, en fait, d'avoir la même culture criminologique ou criminelle, je sais pas comment on dit, que les enquêteurs qu'on n'a pas. Donc, parce que pour moi, il y avait aussi l'histoire du bromure et de la strychnine et pourtant, je suis à la base chimiste, mais je me rappelais pas, quoi. J'allais dire, mais toi, t'étais pas au courant, t'étais pas au courant que le bromure précipitait la strychnine. Écoute, pas là, enfin, je l'avais plus à l'esprit. Voilà, mais pourquoi on l'a invité? Je sais plus. Non, ça, c'est ce qu'elle dit. C'est quand même. Il va y avoir quelqu'un qui va disparaître. J'ai fait, mais non, mais voilà. je savais pas. La preuve, c'est enregistré. La preuve. Ça, c'est très finaux. C'est très finaux. On viendra témoigner pour toi. Franchement, n'hésite pas.
C'est clair. Bon, on enchaîne avant de faire partir nos invités. Bon, ils sont déjà tous partis. Tu veux un petit cacao peut-être? Ou un C'est petit ça. café? Ah, un petit non, café, zut, je veux bien, j'ai vas-y. fait tomber la tasse, elle est explosée par terre. Viens, marche dessus pour un peu plus la réduire en Est-ce que poussière. t'as bien mangé ce soir? C'est ça. T'es sûr, hein, parce que la strychnine, il faut l'empêcher de pénétrer trop vite dans ton sang pour pas qu'on C'est sache ça. que c'est moi qui t'ai tué. Ouais, exactement. Tu lui as donné un Enfin, somnifère. de toute façon, on a bien vu. C'est pas toi. Tu es là, il est là. Et là, C'est je lui ai rien donné à manger, là. Voilà. C'est lui qui a ramené des sushis pour manger ce soir, donc voilà. Ah, donc, Alors, les sushis de l'époque victorienne, les célèbres. ils sont d'époque. Allez, C'est plus victorien, là. alors c'est, oui, ce qui paraît, il paraît que les sushis, c'est la fin de 5e digression en 5 minutes, hein, les gens vont être contents. Il paraît que les sushis, les vrais sushis, au plus ils sont fermentés, au plus les connaisseurs les apprécient. Ah bah des sushis victoriens, là, c'est bon. Et hein. voilà, les sushis victoriens, là, je pense qu'ils sont... Ils sont Sauf que là, sédimentés, là, à moi. ce niveau-là. La Première Guerre mondiale, c'est plus la reine Victoria. Voilà, c'est vrai en plus, c'est vrai, moi je confonds avec Conan Doyle. Mais à mon avis, après un siècle, ils doivent commencer à marcher tout seuls quand même. D'ailleurs, justement, t'as une légende japonaise qui dit que tout objet qui vit plus de 100 ans Oui. devient vivant. Ah. Bah voilà. Donc, voilà. Des sushis victoriens, il y a des soucis à se faire. C'est clair. On va aborder maintenant la place de cette œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Delphine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et je vous donne ma parole que vous avez devant vous la discrétion en personne, chère madame. Oh bah, je vais prendre un petit peu de temps pour ce premier épisode, tout simplement parce qu'Agatha Christie a vécu un peu avant d'écrire le roman, et ça a influencé toute son écriture, bien sûr. Donc je vais faire une rapide biographie depuis sa naissance, en essayant de pas trop m'attarder dans les détails, et finir par comment est-ce que l'on arrivait à écrire La mystérieuse affaire de Styles. Et pourquoi tu veux rire? J'ai dit des bêtises? Parce que je t'imagine, genre, pas trop dans le détail, puis je t'imagine donner son signe astrologique, son ascendant. Alors, elle a fait ses nuits à 3 mois et demi. Alors ouais, c'est ça. Mais alors, ça, tu vois ce qu'elle fait, c'est typique d'un Capricorne. Prout. C'est pas un Capricorne pour le coup. Elle est balance. Elle est balance. Elle est balance, elle est née le 15 septembre. 15 septembre, non, c'est non. limite. Non. Non, elle est vierge encore. Elle est plutôt vierge, je pense. Bref. Oui, mais ascendant, quoi. Ça, je ne sais pas. Ça, J'ai je pas sais son pas, nom de il faut naissance dans la l'heure de biographie naissance. que je lis en ce moment. C'est, Ouais. En tout cas, de son nom de jeune fille, elle s'appelait Agatha Miller. Elle est donc née le 15 septembre 1890 à Torquay, une station balnéaire qui était en vue à cette époque-là dans le Devon, donc sur la côte. Forcément pour une station balnéaire, d'ailleurs. C'est ça. Tu fais bien de le préciser. La station Aujourd'hui, vous avez appris un nouveau mot. Voilà. Balnéaire. balnéaire. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout. Donc c'est la troisième enfant du couple qui formait le courtier américain Frederick Miller, un riche héritier, et une anglaise qui s'appelait Clarisse Boehmer. En fait, il se trouve que Clara, donc Clarisse, son diminutif, c'était la nièce de la seconde femme du père de Frédéric. Donc c'était sa cousine par alliance. Ils n'ont pas de lien du sang, mais ils étaient quand même un peu cousins, et ils ont grandi ensemble, et ils ont fini par se marier en 1878. Ils se sont installés à Torquay après que Clara a acheté sur un coup de tête une demeure qui s'appelait Ashfield. Elle l'a acheté tout simplement, elle cherchait un logement à louer pour passer les vacances, et elle a fini par craquer complètement pour Ashfield, ce grand domaine avec cette magnifique maison. Et ils vont y passer une bonne partie de leur vie. C'est même cette demeure magnifique, typiquement anglaise, avec ses beaux jardins, deviendra la source principale d'inspiration d'Agatha Christie pour les descriptions qu'elle fera dans ses romans. Et on le retrouve beaucoup dans Styles, justement. C'est cette demeure telle qu'elle l'a décrite, avec ses grands jardins, avec son village autour, etc. Ça correspond quand même pas mal, apparemment, à la maison d'Ashfield. Donc la petite fille va grandir dans cette magnifique maison, avec ces immenses jardins à l'anglaise qu'elle va explorer dans tous les sens. Elle sera vraiment très libre. Elle sera présentée comme une enfant introvertie, mais avec une vie intérieure extrêmement riche, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination, et toute sa vie, quasiment, elle sera accompagnée par des amis imaginaires, avec qui elle vivra des aventures fantastiques, et qui vont vivre... Enfin, il y aura un moment, ce sera des chatons, après ce sera des jumeaux qui l'accompagneront, et ainsi de suite. Et ils vont vivre des événements tragiques, rigolos, etc. Et on sent déjà toute petite, dans les histoires qu'elle peut raconter, apparemment dans sa biographie,
dans son autobiographie, on sent qu'elle a déjà des prémices des histoires qu'elle racontera par la suite. Alors, notre fils risque d'être un grand romancier. Oh purée, oui. Il a une vie intérieure... il a ses copains en plus. Voilà, s'il pouvait avoir une vie intérieure un peu moins riche des fois, être un peu plus avec nous, ce serait cool. On l'aime beaucoup, mais... Alors si ça peut vous rassurer ou pas, généralement quand c'est comme ça continue adulte. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu vois, il a créé ses personnages, il nous raconte leur histoire et tout, quoi. On va loin. Enfin bref, donc la famille Miller va aussi effectuer beaucoup de séjours en France, tout simplement parce que la vie est beaucoup moins chère en France. Et donc lorsque Frédéric Miller aura des petits moments de moins bien, des investissements un peu ratés, et ben, le temps de se refaire, ils vont aller vivre en France où ils dépenseront moins d'argent pour mener le même niveau de vie. Et ils reviendront en Angleterre quand ça ira mieux. Pendant ce temps-là, du coup, Agatha, déjà à 5 ans, elle va apprendre le français. Et elle gardera toute sa vie un léger accent occitan, puisque la jeune fille qui lui aura appris principalement à parler français, Marie Siget, sera sa nurse pendant un bon bout de temps, avait cet accent occitan, puisque c'était lors d'un séjour à Pau que ses parents l'ont caché. Marie va servir à Agatha d'inspiration pour ce personnage de la jeune fille pauvre mais combattante, déterminée, qui sait ce qu'elle veut et qu'on retrouve par exemple dans le personnage de Cynthia dans La mystérieuse affaire de Styles. Et on le retrouvera très souvent dans les romans d'Agatha Christie, que ce soit ceux qui parlent d'Hercule Poirot, ceux avec Miss Marple ou même ceux avec d'autres personnages, quoi. On retrouve très souvent ces jeunes filles un peu de bonne famille, mais pas forcément, qui ont de l'argent, mais pas forcément, mais qui veulent s'en sortir. Pauvre mais fière. C'est exactement ça. Armentières représente. Pardon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et c'est également à ce moment-là, vers 5 ans, qu'elle va apprendre toute seule à lire. En fait, on va lui lire un livre, on va lui lire plusieurs fois, elle va mémoriser les mots et elle va apprendre comme ça à lire parce que finalement, c'est vachement plus sympa de lire tout seul parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un soit disponible pour le faire. Donc, elle a fait la méthode globale. Exactement. Donc, elle apprend à lire toute seule et du coup, son père, se rendant compte de ça, se dit qu'il est peut-être temps de lui donner un peu d'instruction. Il va s'occuper de lui apprendre les maths. Sa sœur Madge, qui a 11 ans de plus qu'elle, lui apprend l'écriture. Marie, donc sa gouvernante, va continuer aussi dans ce sens-là. Et Agatha va devenir complètement boulimique de lecture. Elle passera son temps à lire tout le temps. Elle va enchaîner les livres. Et ce qui va pouvoir l'aider là-dedans, c'est que sa famille fréquente de nombreux auteurs très célèbres à cette époque-là. Et elle va, sans même s'en rendre compte, elle va fréquenter parmi les plus grands auteurs anglais de la fin du 19e, début 20e. C'est sa sœur Madge qui va l'initier au roman policier, en lui lisant notamment les aventures de Sherlock Holmes, dont on a parlé tout à l'heure, Laura. Et elle va vite devenir très grande amatrice de ce genre de littérature. En parallèle, elle va commencer à prendre des cours de musique, et ça va être vraiment sa première vocation. En fait, son rêve premier, ce sera d'être musicienne. Mais il va arriver un truc, c'est que son père va mourir en 1901. Agatha, elle a 10 ans, et c'est vraiment le premier grand drame de sa vie. Et c'est là qu'elle va cesser d'être la petite fille qu'elle était, et elle va commencer à entrer dans l'adolescence, et découvrir un petit peu à la fois le monde réel. Elle continue de lire énormément. Elle dévore les Arsène Lupin, qu'elle apprécie beaucoup. Mais vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, le roman qui va faire le plus gros choc qu'elle aura ressenti, c'est Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Parce que pour elle, c'est vraiment le roman policier parfait. Elle va en discuter pendant des heures avec sa sœur, et elle va finir par lui avouer qu'en fait, elle aussi, elle aimerait bien écrire des romans policiers. Madge se moque un peu d'elle, en disant « Oh, t'en es pas capable », et elle va mettre Agatha au défi de le faire. On est là, Agatha a autour de 15 ans, donc ça va quand même lui mettre une bonne douzaine d'années avant de relever le défi, mais finalement, je pense qu'on peut dire qu'elle y a quand même bien réussi. À 15 ans, elle est mise en pension à Paris, là elle découvre le chant et elle rêve d'être cantatrice, et puis finalement, elle abandonne l'idée d'être concertiste ou cantatrice suite à une représentation où elle parvient pas trop à gérer le stress. Et parce qu'elle se rend compte aussi qu'en tant que cantatrice, elle sait bien chanter, mais elle n'a pas le talent nécessaire pour vraiment bien interpréter les œuvres et emporter le public avec elle. Et pendant tout ce temps, elle va aussi écrire. Elle écrit des petites poésies, elle écrit des nouvelles, quelques nouvelles. Quelques-uns de ses écrits sont publiés dans le journal de Torquay, mais rien de bien sérieux. Et les amis de ses parents qui ont l'occasion de lire ses livres lui disent qu'effectivement, elle a du talent, mais elle a besoin de travailler encore. À Paris, elle va découvrir aussi l'art dramatique, le théâtre, et là, c'est vraiment une révélation. Et toute sa vie, elle sera passionnée par le théâtre. Et d'ailleurs, toi aussi, Loli, tu l'as ressenti en lisant ce premier roman. C'est vraiment quelque chose qui la marque beaucoup, et elle écrira d'ailleurs quelques pièces de théâtre. En 1910, sa mère décide de la faire entrer dans le monde, mais comme ça coûte très cher en Angleterre,
Elle fait ça pendant qu'elle est en séjour en Égypte, où elle doit passer l'hiver pour question de santé. Donc Agatha découvre le plaisir du flirt, l'art de la séduction, n'est-ce pas Hastings? Et elle va y prendre un grand plaisir, même à l'heure de son retour en Angleterre pendant quelques années. Et en 1912, à 21 ans, elle va rencontrer et tomber amoureuse d'un jeune aviateur qui s'appelle Archibald Christie. Et il va vite la demander en mariage. Il n'a pas de sous. Il vient de s'engager dans l'armée, dans la Royal Air Force. Autant dire que la famille n'est pas très favorable à cette union et font traîner les choses. Les fiançailles durent et la guerre va arriver. Archibald doit partir au front. Il se retrouve engagé dans les batailles de Mons et de la Marne. Et lors d'une permission qu'il aura en mois de décembre, il va proposer à Agatha de se marier tout de suite. Agatha va accepter aussi parce que finalement, elle, comme lui, côtoie la mort de près depuis quelques mois. Elle, en tant qu'aide-soignante dans un hôpital qui accueille les blessés de guerre, lui en étant directement au front. Et ils se disent que autant profiter tout de suite, quoi, parce qu'on ne sait pas ce qui les attend. Ils se marient sur un coup de tête, mais vraiment sans que personne soit au courant et leur famille découvre après coup. Ils n'ont pas le choix, c'est comme ça que ça se passe. Finalement, avec la guerre, leur vie commune ne commence qu'en 1918, donc 4 ans plus tard. Ils ont eu le temps de vivre des choses quand même avant d'avoir une vie de couple. Et Archibald, en 1918, est muté au ministère de la Guerre, tout simplement avec le grade de colonel, parce qu'il a été un héros, il a eu des actions héroïques pendant la guerre. Et c'est maintenant que la mystérieuse affaire de Styles arrive sur le tas. En 1916, Agatha est préparatrice en pharmacie à l'hôpital. Elle a commencé à réfléchir à la rédaction de son premier roman policier, comme sa sœur l'avait mise au défi de le faire. Et en 1917, donc en un an, elle l'a fini. Elle le soumet à plusieurs éditeurs, mais sans aucun succès. 1918, Archibald est rentré, la vie commune commence. 1919, elle a sa fille Rosalind. Et donc là, elle est prise dans la vie normale, elle pense plus du tout à ce roman, en fait. C'est bon, elle l'a envoyé, il n'a pas été accueilli super bien, c'est pas important. Et finalement, elle apprend avec surprise que l'éditeur américain John Lane a décidé de la publier. Elle voulait, utiliser un pseudonyme, comme Martin West ou Mostyn Gray, et finalement, l'éditeur insiste pour qu'elle garde son nom, en se disant que le prénom Agatha, ça peut être très marquant pour les lecteurs, et je pense qu'il a quand même eu plutôt raison. Alors, la question c'est pourquoi Agatha, bim, c'est marquant. Parce que c'est une femme qui publie un roman policier et qu'à l'époque, c'était pas forcément ce dans ce sens-là, d'accord. Je pense que c'est dans ce sens-là. Ok. Donc, La mystérieuse affaire de Styles paraît en 1920 aux États-Unis, et c'est vraiment un succès d'estime, en fait. Ceux qui le lisent l'apprécient, mais c'est pas non plus un énorme best-seller. Pour te dire, ça lui rapportera 25 livres. Donc à l'époque, 25 livres, c'est pas mal d'argent, mais c'est pas non plus une somme fantastique. Mais elle a mis le pied à l'étrier de l'écriture. Elle pensait que ce serait qu'un simple passe-temps, et finalement, ça va devenir l'œuvre de toute sa vie. Styles n'est pas son premier roman, mais c'est le premier qu'elle ose envoyer à des éditeurs, le premier dont elle assume la rédaction. On retrouve dans le roman de nombreuses inspirations de la vie d'Agatha. Donc sur les personnages, par exemple, on retrouve la jeune fille pauvre et combative sous les traits de Cynthia, comme j'ai déjà dit. Et elle est aussi, quelle coïncidence, préparatrice en pharmacie dans un hôpital pour blessés de guerre. Ça me rappelle justement quelqu'un. Donc c'est une fusion de sa nounou et d'elle-même, quoi. Exactement. C'est un peu... Le geste de la fusion de Dragon Ball Z en podcast, ça passe pas. Ça passe pas, non. C'est comme quand tu dis bonjour, c'est pareil. C'est exactement ça. Il faudrait faire du podcast en vidéo, dis donc. C'est ça. Putain, mais comment on pourrait appeler ça je ne sais pas. Du podvision. Ouais, non, ça marchera jamais. Non, ça marche pas. Je pense que c'est du visiocast. Du visiocast, très bien ça. Très bien ça. Donc voilà, l'inspiration de Cynthia, par exemple, dans la vie d'Agatha. Également, par exemple, elle évoque à un moment la dureté des infirmières en chef dans l'hôpital. Et c'est tout simplement une expérience qu'elle a elle-même vécue quand elle était aide-soignante. Le village qui accueille les réfugiés belges près de l'hôpital où elle travaille, bizarrement, elle nous parle de réfugiés belges accueillis dans le village à côté de Styles. Et Agatha, elle a envie de créer un détective de type de ceux de Holmesien, donc inspiré de Sherlock Holmes, et elle se dit qu'un officier belge en retraite qui est venu se réfugier en Angleterre... Oh ben, c'est moins exotique. C'est moins exotique, oui. Donc... à Charleroi, ça aurait pas eu le même impact. Ou à Anvers. Voilà. Donc elle se dit qu'un officier belge en retraite qui est venu se réfugier en Angleterre, ça pourrait faire l'affaire. Elle décide qu'il sera inspecteur pour qu'il ait quand même de solides connaissances en criminologie. Et dans son esprit, ça devait être quelqu'un de très méticuleux, précis, un peu dandy,
précieux aussi, et surtout très intelligent, utilisant plus que correctement ces petites cellules grises. Et c'est là, pendant qu'elle pensait à ce personnage, qu'elle a pensé à cette expression, les petites cellules grises, et qu'elle s'est dit que ça, il fallait le garder aussi. Donc, comme j'ai déjà dit, la demeure de Styles est très inspirée de Ashfield, de la maison d'enfance d'Agatha. Et il est pour moi difficile de ne pas faire le rapprochement entre Hastings, le soldat, et Archibald, le mari d'Agatha Christie, qui sont tous deux officiers envoyés au front. Mais est-ce que Archibald était aussi neuneux que Hastings, du coup? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a rigolé quand il l'a demandé en mariage la première fois? C'est ça, elle a fait... Je ne sais pas non plus. Pas l'autre, hein. Et puis surtout, un fait, quelque chose de remarquable, je trouve, c'est que durant son travail en tant que préparatrice en pharmacie, Agatha s'est sérieusement formée au maniement des substances. Et quand elle nous parle de la précipitation de la strychnine avec le bromure, c'est quelque chose de réel qu'elle a elle-même pu apprendre pendant sa formation d'aide chimiste, parce qu'elle a préparé un diplôme d'aide chimiste. Et en fait, c'est là, entourée de flacons dont certains portent une tête de mort, qui pouvait apporter la mort en quelques secondes, que l'intrigue de Styles lui est venue. Et surtout, le sérieux de son travail sur le poison et ses effets a été plus que salué lors de la sortie de ce roman. Voilà, je pense que j'ai fait le tour Ça va, maintenant tu peux respirer. Maintenant, je peux respirer. Tout va bien. Moi, ce que je me demande, c'est quand même combien de gens se sont inspirés de son roman, surtout dans les années 30, 40, 50, pour se dire, tiens, et si je mettais du bromure dans un peu de strychnine. Ça. Tu crois que ça a généré... Écoute... Ça a sûrement dû générer. Maintenant, est-ce que ça a fonctionné? C'est une autre question, mais... Si ça tombe, il y a des gens après qui l'ont attaqué en justice parce que par complicité, par intermédiaire. Parce que du coup... Parce que ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Non, vous avez écrit dans votre bouquin là, que ça marchait, et moi j'ai essayé, et ma belle-mère elle est toujours là, quoi. Elle a vu des cailloux blancs au fond de son flacon, elle a pas voulu le boire, elle s'est dit qu'il était plus bon, quoi. Ah non, parce qu'ils deviennent transparents. Ils deviennent transparents en plus, oui, c'est vrai. Mais bon. Ouais, au moins tu savais qu'il fallait pas le mettre dans le cacao. Exactement. Et pour en revenir un petit peu au roman en lui-même, vous, quels sont les personnages ou les passages qui vous ont le plus marqué? Laura? Moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point elle est dans son époque et elle reflète aussi beaucoup les tendances de l'époque. On en a parlé très très peu, l'histoire du docteur Bernstein qui est accusé d'espionnage. Oui. Sur lequel il y a aussi, alors c'est non dit, hein, donc c'est peut-être aussi mon interprétation, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi déjà des histoires de, il est forcément coupable, alors il est allemand certes, mais il est très probablement juif aussi, enfin voilà, il y avait des choses comme ça que, et je savais qu'elle essayait de vraiment refléter l'époque avec le moins de politique possible, en tout cas de façon visible. Tout est toujours très subtil chez Agatha Christie, mais ça m'a vraiment frappée dans ce roman-là. D'accord. C'est vrai que c'est plutôt mis en avant, et plus d'une fois, il y a des personnages qui soulignent avec une certaine insistance son judaïsme, quoi. Ah oui, quand même, Bernstein, hein, d'accord, hein. Ça rappelle par certains aspects certaines discussions désagréables qu'on peut avoir en famille, hein, n'est-ce pas? Mais avec nos tontons. Et pour le coup, c'est assez rigolo parce que c'est un personnage qui du coup est accusé et qui est finalement disculpé. Il est accusé, on croit, du meurtre. Ensuite, non, en fait, c'est d'espionnage. Mais en fait, non, il a absolument rien fait. Et il est d'ailleurs aussi accusé, soupçonné par John d'être l'amant de sa femme. Enfin, voilà, c'est un personnage. Et pourtant, c'est lui qui a les premiers soupçons. C'est lui qui dit c'est un meurtre que c'est un empoisonnement, à la strychnine. Donc, c'est vrai. Donc, il a cette perspicacité-là. C'est l'étranger un peu mystérieux qui va cristalliser les crânes de chacun, finalement. Oui, et pourtant, parfois, les étrangers sont moins bien traités, entre guillemets, en sens de... Ça peut être vraiment les méchants, etc. Mais, donc voilà, moi, c'est vraiment le personnage qui m'a marqué, parce que sur les autres, comme tu l'as dit, Delphine, on retrouve quand même pas mal des personnages récurrents, en tout cas en termes de type. La jeune fille pauvre mais fière, l'aristocratie anglaise, parfois désargentée, ou en tout cas dans cette période entre deux qu'on voit dans Downton Abbey en fait, où ils ont l'héritage des terres, de la maison, des demeures, mais ils n'ont plus forcément l'argent
pour maintenir tout ça. Et on sent vraiment cette période de transition, en fait, dans l'Angleterre de cette période-là. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de ces romans. Mais c'est aussi ce qu'elle a vécu, elle, avec ses parents, qui avaient ce domaine d'Ashfield, qui finalement, à la mort de son père, est devenu un peu trop coûteux pour sa mère, et que je ne l'ai pas dit pour pas étirer cette biographie que j'ai voulu faire assez rapide. Mais voilà, Ashfield, sa mère a dû finir par la vendre parce qu'elle n'avait plus les moyens de l'entretenir. Et ses deux grands-mères, c'est un peu la même chose. Elles avaient des demeures, elles avaient des maisons magnifiques, et finalement, elles ont dû réduire leur train de vie parce qu'elles n'avaient plus la possibilité. Et Agatha, toute sa vie, a regretté cette époque où les domestiques étaient des vrais domestiques et avaient un vrai rôle social, une vraie importance, et pour lesquels on faisait preuve d'un vrai respect et dont on reconnaissait réellement le travail. C'était comme ça qu'elle percevait le fonctionnement de la société victorienne, où chaque personne avait sa place dans les étages de la société, avait son rôle à jouer, et c'était le respect entre chacune de ces strates qui faisait que tout tenait en place. Bah justement, tu pointes du doigt un truc qui, moi, m'a chiffonné, en fait, dans les preuves du livre, c'est que cette fameuse domestique qui entend la dispute se trompe de voix. Ouais. Oui, et moi, ça m'a vraiment aussi... C'est le truc auquel je ne crois pas, parce que si tu es effectivement la domestique de la maison depuis... elle parle des frères quand ils étaient enfants, etc. Enfin, elle ne peut pas se tromper sur la voix. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'elle ne l'a pas entendu, en fait. Elle entendait la vieille crier. Elle entendait le murmure de la voix d'homme, mais pas distinctement la voix d'homme. Je pense que c'est ça aussi. Soit c'est ça, soit elle voulait tellement que Alfred parte qu'elle s'est dit, c'est lui que j'entends se disputer avec. Emily, ça peut être que lui dont elle dit que c'est un mariage raté. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, comme je l'ai lu et comme je l'ai ressenti, c'était... elle n'entendait pas ce que l'homme disait, elle savait juste qu'il y avait un homme, et parce qu'il y avait justement cette espèce de mumble, mais que elle a déduit parce que... Et ne croit pas que c'est un truc de mariage qui a raté là qui va m'arrêter, et s'est dit, ok, c'est lui qui la trompe. Comme, de toute façon, tout le monde pensait qu'il la trompait avec la fermière, là. Du coup, dans sa tête, c'était logique que ce soit Alfred. Alors moi, je vais égaliser les choses. Je vais rejoindre la Team Laura. Donc, hashtag Team Laura. Vous choisirez, chers auditeurs, la Team Loli, la Team Laura. Moi, je suis pour la Team Laura. Franchement, cette histoire de mépris sur la voix, c'est impossible. Agatha Christie, 0 sur 20. Je ne recommande pas ce livre. N'importe quoi. Cette écrivaine n'a aucun avenir. Avec des bêtises pareilles, je vois pas comment elle pourrait s'en sortir. Moi, c'est mon analyse personnelle. Ok, bon. Donc Voilà. Loli, toi, du coup, ton personnage ou ton passage favori, qu'est-ce que c'est ? Alors, mon passage favori, j'aime vraiment bien la dualité entre Hastings et Poirot qui se tirent dans les pattes constamment et tout, mais il y a surtout, je l'ai pris l'extrait, c'est quelques lignes, et moi, il m'a fait éclater de rire. Vas-y, on t'écoute. Attendez, parce que je vous le fais style... ouais, évidemment, avec l'accent british. Si tu veux, s'il y a plusieurs personnages, on peut même te donner la réplique. Non, je vais pas mettre l'accent british, surtout que c'est Poirot qui parle. Ah bah oui. Poirot me regarda bien en face et secoua de nouveau la tête d'un air triste. « Voyez-vous, mon cher Hastings, je crains que l'instinct ne vous fasse cruellement défaut. Mais vous parliez de raisonnement à l'instant. »« L'un ne va pas sans l'autre, » murmura Poirot d'un ton mystérieux. Et juste là, j'ai dit, c'est la punchline qui tue, et tiens, prends, mais en fait, mon Dieu, t'es juste un connard fini. Mais je pense que le pire dans l'histoire, c'est qu'Hastings ne s'en rend même pas compte. Ah bah... il le démontre, enfin le pire passage pour moi à ce moment-là, c'est quand il dit, alors je sais pas si c'est repris dans le roman, mais en tout cas dans l'adaptation dont on va parler un peu plus tard, il le dit, c'est en fait, il va falloir qu'on soit tellement intelligent qu'on fasse penser aux autres qu'on est bête, et pour ça, Hastings, je vais avoir besoin de toi. Et lui, il est tout fier, il fait Il me semble dans le bouquin, il le dit un peu plus loin. Oui, vous avez été mon imbécile rond, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je pense. Il le tourne pas comme ça, mais du coup, l'autre, il se dit t'as vu quand même, heureusement que je suis là. Ouais. C'est ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, le personnage d'Hastings, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, parce qu'à la fois... il avait un côté attendrissant et il y avait aussi un côté un peu irritant, parce que finalement c'est quand même lui le plus caricatural, parce que à chaque fois qu'il fait une supposition ou une déduction, il est à côté de la plaque, ou quand
par miracle, des fois, il tombe juste. Hein. Finalement, pour Alfred, il le détestait et il se trouve que c'est lui le meurtrier, mais il n'y avait pas de fondement. C'était juste, ça se voyait que c'était lui le meurtrier parce qu'en fait, parce qu'il avait une grosse barbe et puis c'est tout. Voilà. Mais sinon, il y avait aucun élément tangible. Et à chaque fois qu'il dit, moi, je pense un truc. Et en plus, le pire, malheureusement pour lui, c'est qu'il a quand même une assez haute opinion de ses capacités pour tout. Mais oui, il dit dès le début qu'il veut monter une agence de détective privé. Il estime, il le dit. Moi, j'ai quand même pas peur de dire que la méthode de Poirot, je l'ai observée. Bon, évidemment, j'ai apporté mes petites modifications parce que c'était bien gentil, mais moi, je suis passé à un niveau un petit peu au-dessus. Et puis le nombre de fois où il dit dans le roman, non mais Poirot, là, il commence à gagater, quoi. C'est bon, il vieillit. Après, pareil, à un moment, quand il dit, vous savez, moi... Bon, les femmes, je veux pas me vanter, un petit peu Jean-Claude Duss, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui ont un certain magnétisme, un charisme presque animal avec les femmes. Cynthia, épousez-moi. Voilà. Je vais vous rendre service, je vais faire de vous une femme heureuse. On va se marier, hein ? C'est d'accord. Et peut-être qu'un jour, une dira oui. Surtout quand elle dit faites attention, peut-être qu'un jour vous répondra oui. C'est ça. Vous prenez des risques, Hastings. Ouais, moi je ne connais pas la suite personnellement, ne me spoilez pas s'il vous plaît, mais j'espère que elle a suffisamment de suite dans ses idées pour qu'un jour, dans un roman suivant, elle reprenne l'idée et puis que quelqu'un dise « Ah ouais, ok, d'accord, on se marie. » Et qu'ils se retrouvent mariés comme ça. Tu vois, le running gag, une fois par enquête, Hastings demande quelqu'un en mariage. Alors, comme j'ai dit, ça revient souvent dans l'œuvre des petites remarques à Hastings, du genre « Vous avez un cœur d'artichaut, mon pauvre Hastings. » Et là, c'est encore quelque chose qu'on retrouve dans la relation entre Holmes et le docteur Watson aussi. Ouais. Où Watson dit souvent à Holmes dit souvent à Watson plutôt qu'il a un cœur d'artichaut aussi et qu'il faudrait qu'il se méfie un peu de sa façon de réagir face aux jolies filles. Et c'est quelque chose qui reviendra assez régulièrement dans les reproches entre guillemets que Poirot pourra faire à Hastings pendant toutes les œuvres. Il faut dire qu'il est du coup, on va revenir un petit peu sur le personnage de Poirot. Le personnage de Poirot, il est quand même vachard, quoi. Parce que non seulement il a quand même une haute opinion de sa personne, peut-être à plus juste titre qu'Hastings, mais par contre, en termes de vacherie qui balance, même quand il fait des compliments à Hastings, tu vois, il dit « Ah, vous avez un sacré sens de l'observation. Par contre, vous savez pas remettre les éléments dans l'ordre, quoi. » Et à chaque fois, même quand il dit un truc un peu sympa, derrière, bim, il y a la... C'est ça, t'as les fleurs qui suivent. Voilà, il y a la guillotine. Mais il le fait pas avec tout le monde, ça, Poirot. Tu prends, par exemple, avec les femmes, notamment, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus attentionné. Et finalement, c'est « Venez voir Papy Poirot ». Et alors, moi, Papy Poirot, j'ai trouvé ça un peu creepy, hein, personnellement. Ça a très mal vieilli, ce ton un peu paternaliste. Viens voir Papy Poirot. T'es sûr, là, que... Il la prend pas sur ses genoux. Il la prend pas sur ses genoux. Ça va, il la prend pas sur ses genoux. Hashtag MeToo, Mais c'est donc ça pour dire qu'il est... il sait quand même être plutôt sympa avec beaucoup de monde. Je pense qu'Hastings a un peu un côté souffre-douleur que peuvent avoir certains amis dont on sait très bien qu'ils vont pas mal le prendre, mais où ça fait du bien de sortir les choses. Mais pour le coup, enfin, là où c'est vrai que Poirot peut être sympa, même l'une des rares fois où il est vraiment sympa, c'est quand justement la décision qu'il prend par rapport à l'affaire de John, où en gros il dit, il sait pas s'il peut dire tout ce qu'il sait sur John et le disculper ou révéler des choses, parce qu'il dit voilà, il en va du bonheur d'une femme. Donc du coup il prend, il entre ses valeurs morales entrent en conflit entre son désir, voire son besoin de voir la vérité triompher, et les conséquences que ça peut avoir sur une tierce personne. Mais ça fait partie de ses valeurs morales aussi, de faire attention à comment les autres vivent les conséquences de ses décisions. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant sur le personnage de Poirot dans ce bouquin, je n'avais pas ce souvenir-là sur les autres bouquins, c'est que c'est un vrai animal romantique, en fait. Il est super heureux à la fin que John et Mary se retrouvent, que Cynthia et Lawrence, qu'il avait anticipé puisqu'il l'avait dit à Hastings, se trouvent et s'avouent leur amour. Donc il a un côté fleur bleue, en fait. Complètement, un côté très fleur bleue, dont je ne me rappelais pas, en fait, dans les autres romans. Moi, c'est un côté que j'ai toujours bien aimé chez Poirot, justement, cette capacité aussi bien à être... il tolère aucun écart par rapport
à la loi par rapport au crime. Il a aucune tolérance pour tout ça. Mais quand il s'agit de l'amour, là, Poirot, il vit sur son petit nuage, il a des petits papillons qui volent tout autour de lui, et il est limite le petit Cupidon qui se promène au milieu de tout le monde. Il a une tolérance par rapport au crime. Il en a une, dans le crime de l'Orient Express. Oui. Ça dépend de qui est la victime, en fait. Exactement. Quand c'est un crime qui n'est absolument pas justifiable, on va dire, par des raisons hautement morales, il a beaucoup de mal à avoir une tolérance. Mais de toute façon, on le retrouve aussi... c'est quelque chose, je pense, qui est très marqué dans Hercule Poirot quitte la Seine, le dernier roman dans lequel il apparaît. Mais ça, on en reparlera quand on sera à ce roman-là, dans une cinquantaine d'épisodes. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite du tout. Mais ça fait partie de mes Hercule Poirot préférés, celui-là. Mais je trouve qu'il a un petit côté très naïf aussi sur les relations de la nature humaine par rapport à l'amour et tout, où c'est vraiment le bonheur, et c'est vraiment ce truc-là qui est important plus que tout le reste, et il va bouger des montagnes pour faire ce qu'il estime juste. Oui, mais complètement. Et tu essayes de rattraper ce qu'on disait, ouais. Non, je pense que vous étiez en train de parler de Poirot. Tu sais que si tu acquiesces de nouveau, on ne le voit pas. Les auditeurs ne le verront pas. Je précise aux auditeurs que j'étais, comme je l'avais annoncé, parti remettre une bûche. Dans la cheminée. Remettre des petits bouts de bois dans la cheminée pour ne pas mourir. Est-ce que tu as brûlé le testament ? Non. Non, mais je l'ai vu mettre un papier dans la cheminée, c'est suspect. Voilà, c'est ça. Il a tiré de la boîte d'allume-feu. C'est pratique, hein, mais non. Sauf que là, le feu, le départ de cheminée fin du mois de janvier, globalement, c'est un peu plus justifiable qu'en plein mois de mai. Que cette histoire de canicule. Mai ou juin, je sais plus quand ça se passe, mais pendant des jours très chauds. En Angleterre, il devait faire 21 degrés, quoi. Non, plus. Non, c'est monté jusqu'à 30. Ils précisent que c'est monté jusqu'à 30, en tout cas dans l'adaptation. Oui, mais même, oui. Dans le bouquin aussi, hein, il disait qu'il n'y avait aucune raison de faire du feu parce qu'il avait fait super chaud. Ouais. Et il y a aussi dans le bouquin un moment, justement, dans les revirements, et quand il se rapproche un peu, où il parle c'est Hastings qui parle du vent froid qui est venu s'installer quand il revient vers le manoir après, aller, je sais plus trop où. Oui. Et c'était vraiment chouette. Tiens, oui, là, tout d'un coup, il fait un peu plus gris, il y a du vent, et c'était une notion de météo qui apparaissait qu'il n'y avait pas avant. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Sinon, Laura, toi, est-ce qu'il y a un extrait que tu aurais éventuellement envie de lire et de nous expliquer pourquoi tu as choisi celui-là particulièrement ? Alors, avec plaisir, je vous lis l'extrait. Le vif intérêt que suscita dans le public ce qu'on appela à l'époque l'affaire de Styles est aujourd'hui quelque peu retombé. Cette histoire connut néanmoins un tel retentissement que mon ami Poirot et la famille Cavendish elle-même m'ont demandé d'en rédiger le compte-rendu. Nous espérons ainsi mettre un terme aux rumeurs extravagantes qui continuent de circuler. Je vais donc relater, sans m'étendre, les circonstances qui me valurent de m'y trouver mêlée. Je vous ai lu les 2 premiers paragraphes du livre, qui pour moi sont une introduction... alors c'est vraiment cette introduction qui m'a beaucoup rappelé Sherlock Holmes d'abord, mais c'est aussi parce qu'en fait, je me suis rendu compte en relisant donc, ce premier roman d'Agatha Christie, après, 35 ou 40 ans, qu'elle est très souvent à la première personne. Et on rentre, en fait, elle emmène le lecteur dans une intimité avec le narrateur. Le fait d'avoir toujours ces romans à la première personne, parce que ça va être le cas dans pas mal de ces romans, je trouve qu'on est complètement dedans, en fait. On rentre complètement dedans. Oui. On sait qu'il va y avoir du Poirot, on sait que c'est la famille Cavendish, on sait que ça a été un scandale, puisque on sait que ça a été compliqué, et donc tout de suite c'est la fameuse accroche. Je la trouve absolument sublime, cette entrée. Elle attire notre attention en disant mais c'est quoi, pourquoi ça a fait scandale, vas-y, exactement. Et puis c'est ce qu'on disait en 3-4 phrases, elle a posé le cadre, bim bim bim, qui, quoi, où, quand. Voilà. Et moi cette introduction là me fait beaucoup penser à l'introduction du Chien des Baskerville. Exactement. C'est un peu le même principe en fait, où c'est une affaire dont on a beaucoup parlé, qui a fait scandale. Et puis ce qui est pratique du coup, c'est que Hastings, il est là pour embarquer le lecteur, mais sans lui donner les clés, parce que si on était du point de vue de Poirot, c'est bon, on a tous les éléments, toutes les révélations te tombent un petit peu
toutes crues, ou alors tu les déduis parce que tu as vraiment une capacité d'analyse supérieure, alors que là, on est un peu trimballé. C'est un roman... C'est pas à la troisième personne, c'est vraiment à la première personne, mais... C'est très contemplatif de ce qui se passe autour, quand même. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est pas le personnage principal. Donc, c'est presque un peu comme si on était une petite souris qui vient observer les éléments, sauf qu'on est une souris qui fait des mauvaises déductions. Oui, et en fait, ça reproduit complètement la construction des Sherlock Holmes, hein, parce que c'est Watson qui raconte les Sherlock Holmes aussi, donc c'est le... Complètement, ouais. Et je pense que c'est une des choses dont elle a dû s'inspirer. Mais comme tu le dis, hein, Greg, c'est vraiment... Tu ne suis pas le personnage principal, tu suis son acolyte qui est forcément... moins capable, moins compétent, et donc tu passes à côté de plein de trucs en tant que lecteur qui te sont révélés après, où tu vas te dire bon sang, mais c'est bien sûr, mais trop tard en fait, comme Hastings. Ouais. C'est ça, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle fait en sorte que Poirot rappelle de temps en temps à Hastings qu'il est un peu limité, un peu bébête, et qu'il devrait faire un peu plus attention à ce qui se passe. Pour nous rappeler à nous aussi qu'on finalement on n'a pas toutes les informations et qu'on devra attendre que lui veuille bien nous les délivrer pour tout comprendre. Mais après, moi je sais pas comment ça se passera dans les autres romans, mais Hastings, j'en étais venu à espérer que parfois il ait raison, parce que sinon à chaque fois qu'il va sortir une théorie, moi je vais me dire, bon alors ça c'est de la merde, ça c'est n'importe quoi. Alors là, s'il dit que c'est lui, c'est pas lui. S'il dit qu'aujourd'hui il fait beau, c'est qu'il pleut. Donc, Alors spoiler, Greg, ouais. Il n'a pas toujours tort. Ah, voilà. Ça c'est bien. Franchement, ça me... De temps en temps, l'exception confirme Exactement. la règle. Tu sais ce qu'on dit, hein, même une montre cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Exactement. Bah, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. C'est un très bon résumé d'Hastings, je trouve. Voilà. Voilà. Et il va finir quand même par apprendre de Poirot quelques petits trucs. Bah, j'espère bien. C'est ça. Maintenant, si on parlait un petit peu des adaptations, la première qui me vient à l'esprit, et la première qu'on a regardée d'ailleurs avec Loli, c'est évidemment c'est l'anthologie d'Agatha Christie avec David Suchet dans le rôle principal, le rôle d'Hercule Poirot. Donc, le téléfilm de la série anglaise, exactement. qui est bizarrement l'épisode 1 de la saison 3. Ils n'ont pas choisi de respecter l'ordre chronologique. Alors d'un côté c'est bizarre, en même temps les histoires ne se suivent pas forcément dans les Poirots, donc c'est pas toujours choquant qu'il n'y ait pas une suite logique entre elles et qu'elles soient pas enchaînées dans l'ordre de création des romans. Mais moi j'avoue que ça me chiffonne un peu dans mon côté, où j'aime bien que les choses respectent l'ordre. Si ça tombe, le scénariste il a pas lu les Agatha Christie dans l'ordre chronologique. Et ça, vraiment, alors là, il y a vraiment Il les a pas tous lus. Il y a des baffes qui se perdent, quoi. Non, mais celui-là, il est quand même particulier, parce que je rejoins Delphine. Poirot est arrivé en Angleterre. Enfin, c'est ça. Parce que quand même, dans celui-là, on apprend qu'Hastings rencontre Poirot en Belgique, donc pendant qu'il est mobilisé. Et donc, il ne sait même pas que Poirot est en Angleterre. Donc, je te rejoins, Delphine. Moi, je n'ai pas compris que ce soit le premier épisode de la saison 3. C'est ça. Et donc, c'est vraiment que les gens font attention à rien. Enfin, bon, c'est pas grave. Voilà, exactement. Mais il y a combien d'années entre la saison 2 et la saison 3 Si c'est une émission britannique, entre 2 saisons, il peut y avoir longtemps. Oui, voilà, donc c'est si ça. ça tombe, c'était fait sciemment parce que tu as eu X années entre les deux et donc on reprend de zéro. Ou est-ce que peut-être... Mais la série s'est étendue sur quasiment 10 ans. Il y a eu 6 saisons, je pense, un truc comme ça. Donc, Mais est-ce que du coup, peut-être, ils n'ont pas commencé dans un premier temps par... les plus connus. Voilà, les Mais best-sellers, pour se dire, voilà, ça va accrocher le public. pense. Et si ça marche, on va pouvoir compléter avec les histoires un peu secondaires. Quoi. Je pense que c'est exactement ça. Du mercantilisme encore. Complètement, quoi. Bon, sinon, au niveau adaptation, c'est quand même assez fidèle au roman, j'ai trouvé. Même s'il y a des personnages qui disparaissent, hein, comme il y a des adaptations, il y a des simplifications. Ouais. Bernstein, qui a disparu. Il y a Bernstein qui a disparu. Il n'est pas fait mention que, pour le coup, la victime soit la belle-mère des héritiers. Après, pour le coup, ça n'a pas vraiment d'impact sur l'histoire, mais ça fait vraiment partie
des choses comme ça qui ont été un petit peu... Je trouve justement que cette histoire de belle-mère, pour moi, ça a quand même un impact sur l'histoire. Parce que le fait qu'elle soit la belle-mère, on peut soupçonner plus facilement John et Laurence de la tuer que si c'était leur mère naturelle. Enfin, il y a ce côté quand même... Je vois ce que tu veux dire. C'est pas le même acte de tuer sa mère d'adoption que sa mère biologique dans l'inconscient collectif. Hein. Je porte pas de... Bien sûr. Je comprends ton... Ouais, je comprends ton point de vue, c'est clair. C'est vrai que vu comme ça... Vu comme ça, mais en même temps, je pense que ça aurait été un peu lourd à expliquer dans un récit télévisuel, en téléfilm, en fait. C'est ça, c'est 1h30, c'est ultra 1h45, ouais. Après, ce qu'on se disait globalement, c'est que le téléfilm dure 1h30, on voit globalement pas le temps passer. Hein. Non. Même en connaissant l'histoire, franchement, j'avais fini le roman peut-être 1 ou 2 semaines auparavant. Donc je savais ce qui allait se passer, même s'il y avait des petites adaptations, globalement, c'est quand même très fidèle complètement. au roman. Ne serait-ce que dans juste la liaison qui a été beaucoup plus mise en avant dans le téléfilm. Ouais. Mais d'un autre côté, c'était aussi une manière de faciliter les choses, de vraiment montrer que dans le bouquin, c'était beaucoup plus sous-jacent. Et que, à montrer en film en 2 minutes, c'est compliqué. On voit moins aussi, ils insistent beaucoup moins dans le téléfilm sur le crush d'Hastings pour Mary Cavendish. Parce que tout au long du roman, à chaque fois, dès qu'il la voit, c'est « Ah non, elle est trop bien, ça peut pas être une meurtrière, elle est trop bien pour ce gars-là, tout ça. » Là, ils en parlent un petit peu, mais finalement, comme c'est pas auprès d'elle qui fait sa demande en mariage, c'est un peu passé à l'as, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la ressemblance des personnages avec l'image que j'en avais. La première fois que j'ai découvert cette série, que j'ai vu Hercule Poirot, j'ai fait « Oh, mais ils ont trouvé le vrai Hercule Poirot !» Il est tellement ressemblant à l'image que j'en avais, avec sa tête d'œuf, sa petite moustache et tout, c'était tellement ça. Mais je suis fan de David Suchet rien que pour ce rôle-là, quoi. Il l'a tellement bien incarné, pas de déception, quoi. Rien que pour ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal fait. Sa moustache était superbe parce que t'aurais dit qu'elle allait prendre vie, quoi. Mais c'est ça, c'est une partie complète de son anatomie. À fond. Après, on se disait aussi que par contre, au niveau des acteurs, tous ne se valent pas. Ouais. Alors moi, on se faisait la réflexion que quand même le gars qui joue Lawrence dans le téléfilm, waouh. Monsieur Mèche. Ouais, voilà, et c'est ça. Déjà ces tirades, c'est peut-être la traduction française, le doublage qui veut ça, mais il a vraiment pas l'air convaincu de ce qu'il raconte. Et à chaque fois qu'il dit un truc, il se recoiffe. Enfin, je veux dire, c'est quand même particulier. Evie aussi. Et Evelyne, on se disait que même quand elle a l'air en... Ouais, puis même quand elle a l'air en colère, en français, franchement, ça tombe à plat. T'as plus l'impression qu'elle rit, qu'elle... Ouais, elle est... attention, je suis très en colère. Waouh, t'es en colère, mais c'est une Britannique, attention. C'est, quand ils sont en colère, ils sourient presque. C'est de la colère rentrée, quoi. T'as quand même ça qui doit jouer en... Après, moi, je vous rejoins. Je pense qu'il y a un vrai problème de doublage sur ces vieilles séries. Et donc, il y a des acteurs de doublage très bons qui le font sentir moins. Et il y avait peut-être moins d'attention... porté au doublage, parce que je pense que c'est comme la traduction qui est restée en vigueur jusqu'en 1980. Je pense pas qu'ils aient revu le doublage, en fait, et ça reste une vieille série. Alors, c'est sûr et certain, parce que on a reconnu des voix. On a reconnu des voix. Alors déjà, on se faisait la réflexion que au début, quand t'entends évidemment Hercule Poirot, t'es partagé entre c'est Astérix et c'est Bénil. Donc Roger Carrel, la voix immortelle, l'un des plus grands doubleurs qui a bercé notre enfance. Enfin, je veux dire, mais il le faisait bien en plus. Voilà, mais oui, non mais bien. Très il a incarné la moitié des personnages de toutes nos séries, que ce soit même Papa Schultz, tout ça. Enfin, c'est vrai. Bien sûr, de toute façon, tu prends la page Wikipédia de Roger Carrel, tu vois ce qu'il a fait. Enfin, il n'y en aura plus. De toute façon, les technologies évoluent. Maintenant, le doublage est en train de changer. Mais lui, c'était vraiment la pointure ultime. C'est clair. C'était un vrai acteur de doublage. Et voilà. Et ça, malgré sa voix reconnaissable, Poirot, il lui donne quand même une identité avec des intonations particulières même si on reconnaît le timbre, les intonations, c'est bien celle d'Hercule Poirot. Pas celle d'Astérix, ouais. Voilà, heureusement. Parce que
ça peut être compliqué. Ce qui m'a beaucoup plus perturbé, par contre, c'est que la voix de Mary Cavendish, c'était Mary ou Cynthia, ce soit la voix de Phoebe dans Friends. Non, c'était Cynthia, ça. C'était Cynthia, oui, c'était Cynthia, ouais. Et là, tu te dis pareil, tu dis, alors, en plus posé que la Phoebe qu'on connaît, mais c'est quand même Phoebe. Donc, et tous, en fait, pareil, la voix d'Alfred, j'ai pas remis l'acteur dessus, mais la voix d'Alfred, c'est une grande voix du doublage également. Mais vous voyez, mon problème, c'est que moi, tous ces trucs-là, je m'en rends pas forcément compte. Et à chaque fois qu'on regarde un film, il arrive à me dire « mais cet acteur-là, c'est celui qui jouait ça. Mais le doubleur, c'est celui qui doublait ça aussi. Voilà. » Et du coup, il me ruine tous mes films en me disant... Vous savez, le gars pénible, c'est ça qui vous sort tout le temps. Tu sais, le garçon de café, là, c'est le mec qui a joué dans la pub pour Nespresso il y a 3 ans. Alors, ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est juste parce que j'ai besoin de le dire. Mais il faut juste dire quand même que cette pauvre Delphine, elle s'est tapée nos 2 commentaires. Parce que moi, j'étais aussi à y aller avec mes petits miens. Elle n'a rien à voir, là. Voilà. J'ai tellement l'habitude, tu vois, que j'arrive encore à rester concentrée sur ce que je regarde. Je suis vraiment contente, finalement. Je regrettais de ne pas avoir regardé avec vous, mais non, je regrette plus. On l'a pas fait trop non plus. Non, ça allait. Dans des moments calmes. C'est au pas qu'il y a des moments où Loli disait mais vous êtes encore là ? Ouais. Non, on réagissait surtout quand il y avait des grands moments d'acting, quand il y avait Laurence qui remettait sa mèche. On pouvait pas. Ou alors quand tu avais un plan de coupe qui arrivait et pendant 15 secondes tu vois un cheval au trot et tu te fais oui mais ok mais ça apporte quoi l'histoire ? Oui, c'est ça. Moi j'ai trouvé, vous disiez que on voyait pas le temps passer dans l'intrigue, non, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des lenteurs effectivement de transition. Pas mal. Ouais. Et que c'est dommage parce qu'ils ont coupé beaucoup de choses du livre pour ces lenteurs de transition. Alors, je comprends, toute l'histoire de Bernstein, ça aurait été beaucoup trop compliqué à intégrer, mais par exemple, au moment je trouve qu'on passe pas assez de temps sur le procès. Parce qu'en fait, dans le bouquin, on passe pas mal de temps sur le procès. C'est là quand même que Poirot dévoile à Hastings petit à petit, sans trop lui en dire, un certain nombre de choses. C'est là qu'on voit que Mary revient en espèce de passionnariat qui va défendre son mari. Enfin, je trouve qu'il se passe des choses sur cette espèce de 3e acte autour du procès, parce que je vous rejoins, c'est vraiment construit comme une pièce de théâtre. Et on passe très vite sur le procès, à part le fait qu'il y a un procès. Poirot a une idée de génie parce que Hastings lui rappelle qu'il a 2 fois bougé les bibelots et il convoque tout le monde et voilà. C'est ça. Du coup, on passe complètement sous silence le fait que le petit cœur de Poirot a battu pour les 2 couples qu'il a repérés et qu'il essaye de faire en sorte que ces couples se réalisent. Exactement. Et je trouve qu'on passe à côté de ce côté fleur bleue dont on parlait tout à l'heure. Le seul moment où c'est remis en évidence, c'est juste à la fin, quand il voit Mary et John qui s'en vont se faire des bisous dans les petits coins de leur jardin, et quand on voit Cynthia qui vient leur annoncer qu'elle va se marier avec Lawrence. Avec alors par contre, soulignons la capacité d'acteur du gars qui joue Hastings, et ce petit air avec le regard vide pour dire mais je comprends pas ce qui se passe. Il le tient vraiment très bien. Il le tient parfaitement. Mais il a un look tellement british déjà à la base. Mais j'espère qu'ils vont le reprendre dans les autres téléfilms. Parce que le mec, il dit... Oui, c'est le même. C'est David Suchet, c'est le même Hastings dans tous les films. J'avais pas compris ça, il le tient parfaitement. Il est vraiment bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres adaptations de ce roman en particulier, parce qu'il y a des romans d'Agatha Christie qui ont été multi-adaptés. Celui-là, on en a vu une 2e hier soir, on en a regardé une justement. C'est pas une adaptation. C'est une inspiration. Voilà, c'est pas une adaptation aussi fidèle que ce qu'on a pu voir là, parce que là c'est vraiment quand même très proche. L'application du livre. Mais du coup là, on s'est intéressé hier soir à la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, qu'on ne connaissait pas. Moi, j'avoue que j'avais jamais vu non plus. Et je dirais même que j'avais peut-être un mauvais a priori en se disant une série française qui va essayer d'adapter un truc anglais, ça va être un peu relou quoi. Et j'y allais à reculons. Un peu à reculons, ouais. C'est pour ça qu'on l'a regardé qu'hier soir et pas avant. C'était vraiment par acquis de conscience. On n'avait même pas parlé. Vous auriez pu nous dire, vous aviez honte à ce point-là, en fait, de regarder Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Si, je vous en ai parlé. J'en ai parlé. Donc, au début, on a parlé. Je vous ai dit qu'il y avait 2 adaptations qu'on voulait regarder, qui étaient Les Petits Meurtres et... Il y en a 3, en fait. Il y en a 3, il y en a une 3e, Oui, mais celle-là, c'est en feuilleton radiophonique, en 2005, avec John Moffat qui donne sa voix à Poirot. Oh purée, j'avais loupé ça.
Attention, John Moffat, c'est pas Steven Moffat. Oui, je sais, mais j'avais quand même loupé qu'il y avait une adaptation radiophonique, ça peut être intéressant. Non, je précise. Mais tu me connais trop bien, c'est nul. Je t'ai grillé. Franchement, On se demande. Hein. Je t'ai grillé. Chut, personne s'en était rendu compte. En fait, je t'ai vu prendre la mauvaise direction. C'est comme si je te suivais en voiture. Tu vois, Poirot et Hastings. Hein. Voilà. Elle est partie du mauvais côté. Là, c'est... Non, mais d'autant que Agatha Christie a été adaptée dans le Doctor Who. Mais oui, voilà. C'était avec Moffat en plus. Alors voilà. Évidemment. C'était lui le showrunner à ce moment-là. Pour préciser, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Steven Moffat, c'est l'un des showrunners historiques du Doctor Who dans sa nouvelle mouture, c'est-à-dire depuis la 2005. Voilà, la quinzaine d'années que ça a repris. Depuis 2005, ouais. Ouais. Et pour en revenir rapidement du coup à cette adaptation des petits meurtres d'Agatha Christie, franchement c'est pas mal du tout. C'est pas mal, hein. C'est drôle, les personnages sont bien ciselés, bien ficelés. Alors pour le coup c'est vraiment une adaptation très libre. Parce que il y a des personnages les personnages n'ont pas les mêmes noms, ils n'ont pas forcément les mêmes relations entre eux, c'est pas les mêmes problématiques. Parce que c'est un peu adapté, c'est transposé à l'époque des années 50-60 je pense. C'est ça, les années 60, ouais. Donc voilà, les enjeux sont pas forcément les mêmes. Là c'est plus une histoire d'hériter de terres, mais plutôt d'hériter d'une entreprise ou des choses comme ça. Mais globalement, les personnages... les relations entre les personnages sont quand même... on a bien rigolé. Bien gardé. Les personnages... Il y a un côté aussi théâtral et un côté punchline dans les personnages. Franchement, on a passé un bon moment, en fait. Ouais, mais ça se laisse vraiment... En plus, on essaye quand même de raccrocher les wagons par rapport à l'histoire originale. Donc des fois, tu te dis, ça va se passer comme ça. Et finalement, ils arrivent à trouver un autre twist qui marche pas mal aussi, ouais. Franchement, je pense qu'on va regarder les autres parce que... Ouais, franchement, ouais. Et sans doute au rythme de... je pense que vous pouvez le regarder, ça. Ouais, je serais curieuse d'avoir votre avis. Alors par contre, je suis désolé si tu regardes et que tu trouves ça nul. Je veux dire, ça c'est chacun ses goûts, mais moi j'ai trouvé ça plutôt. Voilà. Je suis comme vous, j'avais jamais regardé en fait les petits meurtres d'Agatha Christie, le côté adaptation mais pas fidèle, etc. Série française, et tout ça. J'étais comme vous, donc je vais tester. Mais sur le coup, au début, quand ça a commencé, que je me suis rendu compte que oui, d'accord, qu'ils étaient transposés dans le temps, ok, mais que finalement ils avaient quand même pas mal retouché l'intrigue. Ça m'a un peu chiffonné, mais j'ai quand même réussi à me laisser emporter dans ce qu'eux nous proposaient, tout en raccrochant à ce que je connaissais de l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment bien construit et bien amené. Et en plus, le personnage principal... de l'enquêteur, le commissaire, il est chouette. Le commissaire qui commence vraiment un peu... c'est-à-dire avec le même côté désagréable de Poirot, mais sans les bons côtés, en tout cas au tout début. C'est clair. C'est un connard, quoi. Il parle à tout le monde comme des chiens, quoi. Et au fur et à mesure de l'enquête, il montre un côté un peu plus vulnérable ou un peu plus humain. Et des fois, il se fait un peu recadrer, tout ça. Et du coup, j'ai trouvé ça... c'est pas il est pas si monolithique qu'il en a l'air. Et même, il y a un personnage qui est joué par sa secrétaire... Qui est un peu le rôle d'Hastings. Qui pour le coup est... et le pendant d'Hastings, ouais. Et nunuche, hein, en tout cas, on te la présente comme ça, très, très premier degré, très, très fleur bleue, très tout ce que tu veux, mais qui arrive quand même de temps en temps à avoir une petite finesse, et puis en plus, l'actrice qui joue ça, elle est très bien. Elle le fait vraiment très bien, enfin je veux dire... Et je sais pas, c'est un côté... Moi j'ai été charmé par ça. Voilà, certains jeux d'acteurs sont exagérés, ouais. Mais malgré tout, ça apporte en fait au plaisir qu'on a à regarder l'épisode. En tout cas, c'est... du coup, j'espère que je vous l'aurais pas survendu, parce que si ça tombe, ils vont se dire... Vous avez trouvé ça nul, hein, mais... Voilà, ils vont m'envoyer un message dans 15 jours en disant « Mais pourquoi tu nous as recommandé cette daube ?» Vas-y, rends-moi 7h30 de ma vie. Exactement. C'est ça. Je peux pas dire. Donc, essayez avec une avec une attente modérée. Si vous le pouvez, ce sera. Non mais c'est vrai parce que souvent quand on te survend un truc, après tu dis c'est pas mal, mais ça casse quand même pas 3 pattes à un canard. Et à l'inverse, quand on te dit ce truc-là, c'est vraiment une daube. Tu peux être agréablement surpris pour dire c'est vrai que c'est un peu pourri, mais finalement, il y a quand même des petits trucs à en tirer.
C'est ça. Tu vois. Ok, donc on va plutôt se taper dans cette catégorie-là. Donc. Voilà. Retenez que c'est vraiment nul. D'accord. Mais que c'est intéressant. Mais regardez-le quand même et peut-être que ça vous plaira. On peut se dire que ça vaut le coup de lui laisser sa chance, mais on peut comprendre aussi que tout le monde n'apprécie pas. C'est un bon résumé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oublié d'évoquer sur Agatha Christie? Non, il y a juste un truc que j'ai appris en préparant l'épisode. Ouais. Merde. Pas de chance, quoi. L'accident belge. Non, j'ai surtout appris que je parlais aux adaptations. Oui. Il y a eu des animés qui ont été inspirés de l'œuvre d'Agatha Christie. Donc il faudra que j'essaye de les trouver, parce que là j'ai pas trouvé de titre ni rien, mais ça m'intéresse beaucoup. Si certains de nos auditeurs en ont déjà entendu parler, je veux bien avoir un lien pour aller regarder ça, parce que je suis très curieuse de ce que ça peut donner. Agatha, connais-tu? Et sinon, moi j'ai quand même un truc à dire pour les allergiques à la lecture, c'est qu'il existe aussi en audiobook. Oui. Ah, ouais. Oui. Sorti en 2004 et lu par Françoise Gillard. D'accord. Merci beaucoup de l'information. Ouais, faudra qu'on y pense la prochaine fois. Il existe aussi en VO. Mm-hmm. Alors désolé, mais j'ai un accent vraiment tout pourri. C'est The Mysterious Affair at Styles, Complete and Unabridged. Complète et pas abrégé, lu par Hugh Fraser. D'accord, ok. Très bien. D'accord. Comme ça, je pense qu'on aura fait un panorama complet de l'œuvre. Après, je crois aussi avoir vu qu'il existait des jeux vidéo sur certaines enquêtes d'Agatha Christie. Donc je ne sais pas si celle-ci en fait partie, mais en tout cas, il y a des jeux qui reprennent certains éléments, et j'imagine qu'ils vont être tentés de reprendre des trucs d'Hercule Poirot. C'est un peu quand même le personnage. Oui, bien sûr. Le personnage emblématique. D'ailleurs, c'est quand même tout à l'honneur d'Agatha Christie d'avoir su, dès son premier roman, faire un personnage qui va finalement l'accompagner presque toute sa carrière. Mais elle voulait trouver un personnage qui soit aussi emblématique que Sherlock Holmes. Ah oui, mais c'est pas parce que tu veux que tu sais le faire. Non, mais elle y a réfléchi. C'est ça la mais force. ce qu'il y a, c'est qu'elle a pris le temps d'y penser, d'y réfléchir. Et donc je suis en train de lire actuellement une biographie d'Agatha Christie où il y a des citations de son autobiographie. Et elle le dit clairement, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui me semble suffisamment bien construit et bien cherché, qui ait des caractéristiques qui me parlent pour être un personnage qui sera aussi marquant que Sherlock Holmes l'a été pour moi. C'est vraiment ça qu'elle voulait, c'était vraiment trouver un personnage qu'on repère directement, qu'on identifie dès qu'on voit son nom. C'est pour ça qu'elle l'a appelé Hercule, parce que c'est un prénom fort, un prénom marquant. C'est pas tout le monde qui s'appelle Hercule. C'est pour ça qu'elle l'a appelé Poirot. Et après, le nom Poirot, alors Poirot, apparemment, ce serait inspiré d'un personnage de roman policier anglais qu'elle aurait lu dans ses jeunes années, qui était très connu, dont j'ai oublié le vrai nom, mais qui s'appelait Parost ou un truc comme ça. Et donc, elle a pris un Poirot parce que ça faisait très français. Il fallait qu'elle le belgise. Voilà. Ouais. Il fallait qu'elle le francophonise. Alors, question cliché, alerte cliché, Loli. Toi qui es belge, comme je suis sûr que nos auditeurs ne l'auront pas perçu du tout. J'ai pas d'accent et j'ai dit 90. C'est vrai. T'as fait un effort. Elle a dit 90. Indétectable. Franchement, Bernstein en espion, il t'arrive pas à la cheville. Mais est-ce que du coup, est-ce que vous avez quelque chose à faire qu'Hercule Poirot, il a été créé belge? Est-ce que ça a eu un retentissement dans votre, je sais pas, quand vous étudiez ça à l'école, par exemple? Pas non, mais quand on va à l'étranger et qu'on dit qu'on est belge, t'as toujours Hercule Poirot, t'as les gaufres. Ouais. La bière, et Hercule Poirot. Et Hercule Poirot. C'est un bon résumé. Écoute, et de temps en temps Adolphe Sax. Ouais. Après, de temps en temps. Et Magritte aussi un peu. Ça, au Japon, on l'a pas eu, curieusement. D'accord, Magritte, Tintin, tout ça. Et l'absence de gouvernement pendant plusieurs centaines d'années. On va pas entrer dans ces considérations-là. Ça, on est peut-être pas au foot, mais au sans gouvernement, on l'est. Écoute. Comme quoi, le gouvernement ne sert pas à grand-chose, parce que 18 mois, ils ont tenu quand même. Donc, Ouais. Et sans se taper sur la gueule. En plus, moi, je suis mariée à un Belge, en fait. Donc, ils sont partout. D'accord, oh là là, mince. Ah là là. Ça, on n'est pas nombreux, mais on est partout. Mais tu sais que partout où on va, en voiture, en road trip, en vacances, etc., il y a toujours une immatriculation belge à côté de nous.
Alors, soit mon mari est surveillé, soit les Belges sont partout. C'est ça. Alors, c'est quoi les services secrets belges? Est-ce qu'ils ont un nom particulier? Je ne sais pas. Non. Ils sont tellement secrets qu'ils n'ont pas de nom. C'est ce que j'allais dire. Et tout le monde pense qu'il n'existe pas parce qu'on prend ça pour une blague. Du coup, c'est le service secret le plus efficace du monde. On a perdu Delphine, ça y est. Concentrer sur le sujet. C'est vrai. Agatha Christie, mais pourquoi faire? Mais c'est qui ça, Agatha Christie, d'ailleurs? J'avais une question pour Laura. Ah, une question pertinente en plus? Oui. Waouh. Alors vas-y, t'es meilleur que nous, hein, c'est tout, c'est comme ça. Que tu sais traduire le rire, parce que sinon on va avoir du mal. Ah ben moi j'ai l'habitude. Et les auditeurs de Radio Bercatch ont l'habitude, c'est minimum un fou rire par épisode. C'est de ta faute à chaque fois. J'arrive toujours à la voir à un moment donné. Des fois ça met du temps, tu vois, c'est des petites blagues à répétition, tu sens que ça commence à faire son effet, et puis là, blim. Je vais me calmer, ça va aller. Voilà. Et donc une question. Dis-toi. Est-ce que l'employé du gaz va être belge? Voilà. Bah non, là il est 11h, donc il viendra plus ce soir. Oh. Sinon, donc ma question pour Laura, toi qui as lu le bouquin en VO, je me suis toujours posé la question sur la façon de transcrire les paroles de Poirot. Parce que Hastings nous dit plusieurs fois qu'il parle un peu un mélange, une espèce de bouillasse entre le français et l'anglais. Et est-ce que c'est retraduit dans la façon d'écrire? Oui, c'est retraduit. Alors pas avec l'ampleur qu'il y a dans la traduction, en fait. Mais il y a des mots français qui sont dans les dialogues qui sont repris. Donc les mots en français, en italique, dans le texte original. Mais ça reste des petites touches, en fait. C'est pas du tout une bouillasse mélangée au point que tu peux lire dans une traduction française. Donc oui, ça se voit quand même un petit peu. Et puis moi, en l'occurrence, je dis toujours à mon mari que Hercule Poirot, il est belge parce que pour des raisons politiques, à l'époque, elle pouvait pas trop dire que. Enfin, c'était quand même la Première Guerre mondiale était quand même la première guerre où les Anglais et les Français étaient du même côté. Donc c'était un peu tôt pour dire que c'était un Français, quoi. Et j'ai toujours bien aimé cette expression dans les romans que tu peux voir en français dans le texte. La première fois que je l'ai rencontré, que je devais avoir 10 ou 11 ans, je vois ça, évidemment, en français dans le texte. En quoi d'autre? Mais en quoi d'autre d'abord? Il y a que le français dans le monde. C'est ça, comme tout le texte, mais qu'est-ce qu'il raconte, cela Non, mais si on t'explique pas ce que ça veut dire, tu veux dire... La naïveté. Évidemment, en français dans le texte, non mais ouais. Attends un peu qu'on te parle des suggestions de présentation. C'est clair. Mais du coup, ce que je pense faire aussi à un moment donné, c'est essayer de voir les adaptations des romans en téléfilm avec Suchet pour voir justement comment Suchet le fait. Cet accent, belgo-britannique. Je ne les ai pas trouvés en VO, je les ai cherchés pour le coup, mais bon, je n'ai pas cherché très longtemps. Vous m'aviez fourni la source pour la version française, donc pour aller plus vite, je l'ai regardé en français. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais vue en fait en VO, cette série, parce qu'elle... donc je ne sais pas. En fait, moi, je les ai en VO, les épisodes, mais quand je l'ai partagé avec vous, ça n'a pas partagé la version multilingue. C'est pour ça que vous n'avez eu que la VF. Du coup, on a regardé en VF pour regarder sur la même chose que Loli. Ouais. Donc on fera, je pense que le prochain, on regardera peut-être ça en VO directement. Vu notre invitée, on pourra la faire venir à la maison pour regarder avec nous si elle est d'accord. C'est pas encore... Ah si, il y en a une, ce qui est sûr. Ouais, et elle, je suis sûre qu'elle pourra venir à la maison. Oui. C'est vrai. Voilà. Et on vous dira pas qui c'est. Oh, teaser, pas juste. Ouais. C'est quelqu'un de connu dans le monde du podcast, c'est tout ce que je peux dire. Et de connu de nous. C'est Fanny. Non. Et pas tout le temps. Pas tout le temps, Fanny, c'est bon, elle n'a pas encore. Sans doute, on finira certainement par la voir parce qu'elle participe à tous les podcasts du monde. C'est le trigger, elle est connue. C'est écrit. Et on la recevra d'ailleurs avec plaisir. Fanny, avec plaisir quand tu veux. Voilà. Mais non, a priori, donc on est déjà en train de préparer les prochains épisodes. Ça ne nous ressemble pas d'ailleurs. Voilà, mais déjà on prépare. Déjà, on aurait pu s'arrêter à on prépare et ça suffira à surprendre les gens qui nous connaissent un petit peu. Ça, déjà, il y a un conducteur. Un conducteur complet qui fait plusieurs pages, quoi. Voilà, qui est plus complet que l'intégralité de nos 3 ans de Radio Bercatch, je pense.
Ça, on va pas se le cacher. Mais c'est pas le même concept. Non, complètement pas. Bah, tu peux pas réagir à l'actualité d'Agatha Christie Non. à chaud en podcast. Parce qu'il y a une troisième corde. Voilà, c'est ça, les prises. Et là, elle fait un German suplex. Voilà. En termes de storyline, c'est un petit peu calme en ce moment, donc. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, notre prochain épisode portera donc sur le roman suivant dans la bibliographie d'Agatha Christie, à savoir Mr. Brown. Et on compte le sortir le mois prochain. Donc on va essayer de faire un format mensuel. Comme on vous l'a dit dans le teaser, on va essayer de faire un format mensuel qui paraîtra tous les derniers mercredis de chaque mois. Si déjà je me trompe dans la date. Donc tous les derniers mercredis de chaque mois, on espère pouvoir publier un épisode qui fera une analyse... on l'espère suffisamment poussé pour vous plaire, des romans d'Agatha Christie. Et moi, du coup, qui ai lu Mr. Brown juste après avoir relu La mystérieuse affaire Ad Styles, je conseille à tous vos auditeurs de le lire avant le prochain épisode pour pas se faire spoiler, parce qu'il est vraiment bien aussi. Ah, il est très très bien, Mr. Brown. J'aime beaucoup. Tuppence et Tommy sont vraiment des personnages extra. Si tu l'as déjà lu, je t'invite, si tu en trouves le temps, à nous faire une petite bafouille en audio qu'on intégrera dans notre épisode à un moment, si tu veux nous envoyer ça. Je ne vais pas m'inviter à tous les épisodes non plus. Hein. C'était... Ah, mais tu le seras pas, mais tu seras avec nous, tu vois, par un petit extrait. Écoute, si je trouve le temps, je vais vous écrire un petit truc. Ouais. Mais si tu l'utilises pas, je me vexerai pas. Super. C'est noté. Et pour les auditeurs, vous avez un mois pour le lire. Exactement. Vous avez un mois pour le lire. Donc... Et il est pas si épais que ça, donc en un mois c'est lisible. Ouais. Il n'y a pas de problème. Bah voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du sujet. On va remercier Laura et Loli pour leur participation. Vous avez été de super premières invités. C'était chouette, ouais. C'était vraiment cool de vous avoir pour ce premier épisode parce que ça nous a aidé à simplement être dedans, à échanger avec vous. Donc c'était très sympa. On va obligé à le faire. C'est ça. En même temps, c'est vrai que d'avoir des invités, ça nous a obligés à préparer. Clairement. Ça nous a obligés à fixer une date et à vraiment nous lancer. Je pense qu'on aurait peut-être traîné un peu plus à mettre en route le projet s'il y avait été que nous deux. Il était toujours dans un coin de notre tête et puis exactement. On l'aurait jamais fait. On va rappeler rapidement où on peut vous retrouver. Donc Laura. Moi, c'est le podcast Revue et Corrigé, le podcast Bonjour PPC, le digital pour tous, et sinon sur LinkedIn et Twitter. Voilà. Et Loli. Moi, c'est sur le podcast Je compte jusqu'à toi ou sur Songe d'une nuit et sur Twitter et Instagram. Super. Ok, super. Merci à tous pour votre attention. On espère que cet épisode vous a plu et que vous attendrez le suivant avec impatience. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous faire des retours, ça nous fera très plaisir, à partager auprès de vos amis. Pour vos retours, les petites étoiles sur vos applications, vos agrégateurs de podcasts, ça fera toujours plaisir. Et aussi, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. On a ouvert un compte, un bébé compte pour l'instant, qui s'appelle @AgathaCrimsty, tout attaché, avec une majuscule au début du prénom et du nom de famille. Ouais, c'est vrai qu'on n'a même pas dit du coup Agatha Christie. Agatha Christie. Agatha Christie. Christie. Parce qu'on a quand même choisi un nom de podcast qui sonne un petit peu chelou. Voilà. Bah ouais, mais on a eu plein d'idées, hein, mais on a eu c'est plein celui-là qui est resté. Puis finalement on s'est dit voilà, et on a fusionné Christie et le crime. Ouais, au cas où nos auditeurs n'auraient pas compris. On sait que tout le monde n'est pas sur le même braquet, donc on s'adapte. Hein. Tu penses que tu as beaucoup de Hastings en fait dans tes auditeurs, c'est ça ? C'est ça. Peut-être, oui. Voilà. Vous l'avez mal fait en fait, parce que c'est Agatha Christie, tant. Alors voilà, on peut rajouter tant dans le nom. Pour le référencement, ça va pas aider. Mais c'est bon, Puis j'ai pris assez de temps à faire le logo, quoi. C'est bon. C'est vrai. En tout cas, merci encore. Merci encore à vous, c'était super. Merci à nos auditeurs, ceux qui auront tenu jusque-là. Et puis, on vous retrouve le mois prochain pour Mr. Brown. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Ah oui, ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.